ça a tellement été bien préparé, etc. que là, en fait, ces dernières semaines, il s'est fait une villa par jour, tranquille avec le pari sportif. Première chose, c'est que ça coûte une couille. Ça coûte trop cher en fait, Eleven Labs. Les gens, ils disent ouais, tu peux envoyer une vidéo dans 20 langues. Bah ouais, donc ça te coûte 20 fois le prix d'une vidéo. Parce qu'en affiliation, des fois en 6 mois, t'as pas de résultat. Alors, en moins de 48 heures, j'ai un premier mec qui m'a dit « Je suis intéressé pour me former sur Pinterest ». Sortir des sentiers battus, c'est toujours l'endroit où tu vas trouver plus de valeur. Après, je te dis ça, mais les plus gros chiffres, ils se font encore en affiliation tradi, sur des offres tradi, etc. Ouais. L'affiliation et notamment le cookie stuffing, c'est quelque chose de très mystérieux, très peu de personnes en parlent, parce que déjà, c'est illégal en théorie. Tu veux qu'on parle des manifs de trap grave. Putain, mec, ça, c'est le tollé de la semaine dernière. Deuxième épisode. Deuxième épisode, mec, c'était trop bien de tourner le premier ensemble. Ouais. Et puis là, je suis trop impatient de tourner le deuxième. Je suis impatient pour genre 2 ou 3 raisons différentes. Ouais. Primo, parce que je kiffe être posé là, dans un bel environnement et parler de dossiers avec toi. Secondo, parce qu'il y a des sujets qui étaient chauds de ouf dans le premier, qu'on n'a pas abordé, qu'on l'avait en stock. Et là, je sais qu'on les a encore, on va pouvoir les avoir. Donc ça, c'est trop cool. Et tertio, parce que j'ai eu des bêtes d'idées. Enfin, tu m'as donné des bêtes d'idées la dernière fois. Donc en fait, là, je suis en mode… vas-y, je vais venir gratter de l'idée, tu vois, simplement. Donc, je vais te poser des questions, mec. Ça va être intéressant. On est là pour gratter de l'idée, quoi. Putain, c'était fou la dernière fois. Juste en échangeant, on a quand même trouvé des idées lors du premier épisode. Ouais. Tout ce qui était stage, Facebook, etc. pour le CTR. Ouais. Et moi, micro-worker plus LinkedIn en parasite que je connaissais pas et qui est trop fort, je trouve. Ça, très lourd, ouais. Très lourd. Et c'est vrai que d'un point de vue extérieur, même peut-être qu'on te l'a déjà dit, tu sais, à force de donner des tips, des choses que tu fais au quotidien, certaines personnes peuvent penser qu'au final, tu vas saturer au bout d'un moment. Ouais. Mais ça, c'est totalement une barrière morale limitante ou je ne sais. Parce qu'en fait, plus tu produis, plus tu donnes, plus tu auras des nouvelles idées. Ouais. Et moi, je le vois depuis des années, en fait. Comme on disait, il y a 4 ans, quand j'ai commencé à donner la bouillie, c'était connu, mais pas forcément du domaine public, la bouillie, des outils, etc. On m'a dit, mais Romain, tu vas cramer le truc. Ouais. 1 an après, c'était le Ninja Linking. Aujourd'hui, c'est l'achat de trafic, le CTR. Mais dans 2 ans, ce sera normal de faire de l'achat de trafic et certaines méthodes qui aujourd'hui sont assez peu connues où tout le monde va essayer de comprendre comment faire. Bah ouais, c'est ça, c'est plus niché. Et ouais, moi, ça, c'est un truc, je me souviens, avant, on se battait pour avoir un hack. Tu sais, un hack, enfin, une faille, quoi, un truc où on sait que ça marche de ouf. Et en fait, maintenant, je me rends compte, j'ai plus de failles que je ne peux en exploiter dans mes 24 heures de journée. Bien sûr. Il y a trop de choses. Et en fait, plus tu produis, plus tu avances, plus tu prends d'expérience, plus tu découvres des trucs. Et ce que tu penses au début, je pense, quand tu es en début de carrière, à tout être ton petit hack, ta petite faille. Et c'est ça qui, moi, je me souviens, c'est ça qui fait chier. C'est quand tu as ce petit hack, cette petite faille, et que genre un gars comme nous, il va être là, il va en parler de ouf sur YouTube, tu vois les 3000 vues, tu es là, ah putain, c'est bon, le truc il est cramé, je vais plus jouer là, tu vois. C'était mon seul objectif de carrière, je vais plus pouvoir gagner d'argent et tout, t'es fini. Et en fait, non, c'est pas le cas, ça va continuer. C'était un tout petit truc comparé à l'immensité des possibilités qui existent. Et en vrai, c'est ouf, quoi. Non, mais ça, il y a effectivement, je te rejoins, il y a ce constat-là aussi par exemple, une personne qui débute, elle va apprendre des autres, elle va apprendre de toute la matière, YouTube, Twitter, etc. Mais demain, 2-3 ans après, quand elle est sur un tips, un spot parasite ou un truc en particulier, si moi ou toi on fait une vidéo dessus, elle va râler, ce qui est normal. Mais tu peux pas que prendre et ne pas forcément voir le côté un petit peu négatif du fait que voilà, si tu as une technique en particulier et que nous aussi on la connaît et qu'on la donne, bah, on va dire c'est le jeu. Et il y a un truc, si ton bise il se fait cramer parce qu'il y a un de nous qui a dit un truc qu'il aurait pas dû dire sur YouTube, est-ce que c'était vraiment un vrai bise? Je pense pas. Je pense pas non plus. C'est que t'as pas assez de barrière à l'entrée. T'étais en train de faire du black hat, t'avais une petite faille, t'avais un petit hack. Ok, c'est ok, on prend tous de l'argent à un moment comme ça peut être beaucoup d'argent, c'est intéressant, mais ça reste une petite faille, ça reste un petit truc, c'est pas un vrai bise solide. Donc en vrai, ça faisait partie d'une étape dans la carrière, mais bon, il y a un moment, il faut construire des vrais trucs, quoi. C'est clair. Et après, comme on se disait un petit peu avant, il y a une différence entre donner des techniques SEO qui peuvent être appliquées sur tous les business ou la majorité des business et des pays dans le monde. Et donner un mot-clé en particulier où là, tu n'as qu'une seule position, frérot. Ouais, le mot-clé, c'est golden, quoi. C'est golden. Mais même sur les mots-clés, mais sur les mots-clés, il y a quand même un truc où un mot-clé, il se dérive, tu vois. Moi, c'est un concept que j'ai découvert. Des fois, tu crames un mot-clé, tu dis c'est une dinguerie. Mais en fait, ce que tu comprends pas quand tu crames la dinguerie du mot-clé, c'est que tu crames toutes les variations de ce mot-clé. Tu parles souvent de formation de ChatGPT, par exemple. Comme tu dis souvent, formation Pinterest, formation Facebook, formation. Et là, tu dérives sur toutes les possibilités que tu vas avoir, formation mid-journée, etc., etc. Et là, c'est fort, en fait, tu vois. C'est là où un mot-clé, c'est puissant. Mais c'est vrai que cramer un mot-clé, c'est cramer un mot-clé. Ça fait mal au cœur. C'est vrai, de toute façon, tu le vois, si tu donnes une niche publiquement, tous ceux qui vont aller dessus, ils vont pas faire d'argent. Parce qu'ils vont ils vont pas le faire aussi bien que toi, ils vont être plein à être dessus, à se partager des micro-miettes. Alors que les seules personnes qui vont s'inspirer de la niche et des méthodes et qui vont eux-mêmes
choisir quelque chose de plus exotique, là, il y aura des vrais résultats. Moi, je peux te donner un exemple là-dessus. Dans le gambling, j'ai cramé peu de très bons mots-clés qui étaient, tu sais, où j'ai de l'avance dessus. Genre où j'ai 6 mois ou 1 an d'avance avant que d'autres acteurs arrivent sur le mot-clé. Des fois parce que les mots-clés se renouvellent, des fois parce que simplement personne n'avait cramé le mot-clé avant. Mais il m'a fallu plusieurs années avant de trouver des mots-clés qui étaient intéressants. Tu vois. Donc en fait, c'est peut-être, 6 mois, 1 an, 2 ans de carrière à bouffer plein de trucs et à travailler des certes tradis avant de toucher un mot-clé où je me dis putain, ce mot-clé-là, c'était une vraie dinguerie. Et souvent, je ne les ai même pas découverts par hasard, je les ai découverts en réseau. C'est quelqu'un qui m'a dit ah ouais, non, le site il tourne. Je dis ah, mais il a que des mots-clés comme ça. Et on me dit ouais, mais il est rentable quand même. Et là, je me dis ah ouais, il est rentable alors que c'est que du petit volume, que des trucs. Ok, donc en fait, il y a un truc que j'ai pas capté. Tu vois. C'est la grosse diff. Quand on te donne une niche et qu'on te donne le résultat derrière que ça rapporte, c'est pas du tout pareil. Tu vois. Il y a plein de niches qu'on a données, il y a même des sites affiliés. Moi, j'ai des fichiers Airtable avec 20-30 sites affiliés. Que je donne dans les coachings hier, etc. Je sais que les mecs font entre 5, c'est pas énorme, et jusqu'à 100K par mois, tu vois. Donc, mais vu que je mets pas les chiffres parce que je les connais pas exactement, mais j'ai une idée des programmes d'affiliation, des niches, etc. Si je mets la somme dans la colonne B, je mets que la somme, imaginons de chaque site ce que ça rapporte, les gens ils vont pas le voir pareil, c'est sûr. Non mais c'est un truc de ouf. Et ce qui est, en fait, c'est quand tu arrives à faire la liaison entre les trois, quoi. Tu as la niche, le site, le mot-clé et le résultat plus ou moins, tu vois, une fourchette. Et là, quand tu as toute la matrice, là, c'est fort. Là, c'est fort. Là, tu captes et tu te dis, ok, et ça te permet de comprendre des trucs qui sont intéressants. Mais évidemment, si tu me donnes le bilan d'une entreprise, j'arrive à comprendre comment il fonctionne, tu vois, que ça tout, c'est sûr que c'est facile. Copier-coller, clairement, c'est clair. Bon, franchement, on a préparé pas mal de trucs pour aujourd'hui. En plus, le premier épisode sera posté ce soir. Donc là, on ne l'a même pas encore sorti. On parle du premier épisode comme si les gens ils l'avaient déjà vu, alors qu'il n'y a que nous qui l'avons vu. On peut pas dire que c'était un flop ou un succès. Non, c'est pas encore. C'est pas encore. On va prier, on va… Donc là, on pourra parler de pas mal de choses qu'on vous a préparées. Un petit peu de Telegram pour introduire, YouTube, l'achat de pub, comment avoir une vision business qui fonctionne. Donc, est-ce que vaut mieux avoir une vision pour doubler ses gains ou faire x10 sur ses gains? Ça va être hyper intéressant. Prendre des parts chez des acteurs pour potentiellement faire un exit dans quelques années. L'affiliation cookie stuffing, manipulation de… Bon, mec, il y a trop de trucs. Bon, on va y aller petit à petit. Ça fait mal, quoi. Tu vois le programme, tu te dis ah ouais. Juste pour commencer rapidement, c'est vrai qu'on devait en parler Telegram. J'avais un petit peu zappé la dernière fois de dire très rapidement, mais j'avais fait une vidéo dessus. Sur YouTube, donc sur ma chaîne, et j'ai parlé en gros des 3 leviers. Le fait que le combat de MMA Doumbé Baki, tu pouvais faire beaucoup d'argent grâce au SEO, donc Google News, etc. Il y en a, ils ont fait de la merde avec des hacks, mais il y en a, ils ont fait beaucoup de pognon avec du Google News. Google News, ça marche très bien sur les matchs de foot, les matchs de film, les matchs de MMA, tous ces trucs-là. Et comment tu monétises Ah ouais, mais juste en trafic massif, ads en gros, News/Discover ou… Sur les films, c'est illégal parce que c'est des offres de merde. Sur les matchs de sport, c'est des offres légales mais pas du tout éthiques. Et sur le MMA, là, ce qui était intéressant, ou du pari sportif, maintenant c'est le pari sportif qui a pris la relève. Et quand ça peut rapporter autant que des offres de merde, autant envoyer sur du pari sportif. Et clairement, c'est beaucoup mieux. Le deuxième levier, après Google, tu as le Twitter. Donc Twitter, c'est pas mal. Vraiment, il y a un flux. Ça veut dire que tu fais 10 comptes, tu programmes un tweet par compte par jour. Tu peux avoir un tweet qui fait 100 000 vues, tu vois. 100 000 vues, t'envoies vers un broker de paris sportifs ou t'envoies vers un groupe Telegram. Et on arrive au 3e levier Telegram où là, il y a des millions d'euros qui se sont faits. Et ça, mec, quand tu m'en as parlé, j'étais en mode what the fuck, j'ai trop envie que tu m'expliques. Et tu m'as expliqué vite def, mais vas-y, tu vas me réexpliquer parce que je connais Telegram, je vois à peu près que c'est le bordel. Je sais que mes potes, ils l'utilisent pour du streaming ou des trucs comme ça. Et que c'est genre en mode… c'est un peu la jungle en mode WhatsApp, en mode jungle. C'est la jungle. Et moi, j'utilise que pour indexer des sites, donc là, je suis impatient de savoir comment je fais des millions avec Telegram. Avec Speedy Index. L'escroc, moi aussi. Non, Telegram, truc de fou. Et en fait, j'avais donné des chiffres dans cette vidéo, mais je ne savais pas forcément. Si c'était 100 000 euros qui s'est fait en une journée, par la majorité des affiliés Telegram, si c'était 1 million, 10 millions, 100 millions, tu vois, je ne savais pas. Et pour avoir vu justement donc, des potes plus ou moins sur Bali, on se connaît très bien. D'ailleurs, c'était un membre de mon premier Discord Black Hat Money, son premier événement c'était à Lyon, à l'événement Black Hat Money, donc je l'ai revu à Bali, je ne savais pas que c'était lui. Et au bout d'une heure, il m'a dit mais si c'est moi, etc. Donc on a parlé, il a vraiment step, je pense que même en édition, il est au-dessus de moi. Il est à Dubaï, il a fait beaucoup de belles choses et il me disait que justement,
certaines personnes sur Dubaï, parmi les plus gros pronostiqueurs sur Telegram, pouvaient potentiellement, enfin, ont, grâce à ce match, qu'ils ont préparé 2-3 mois à l'avance. Ça se prépare pas 24 heures à l'avance. Ils ont préparé des groupes, des systèmes d'acquisition, des trucs pour faire monter des centaines de milliers de personnes dans des groupes pour le match Doumbé Baki MMA. Donc libre à eux après de diffuser ou non le match. Je sais que beaucoup l'ont pas diffusé, tu vois. Mais quand tu as un groupe de 200 000 personnes, ça va vite, hein. T'es sûr qu'il y a un point commun, c'est qu'ils sont intéressés par le MMA, par le sport. Ils sortent tous la notif en instant, mec. Tu sais qu'ils sont tous chauds au moment du live. Potentiellement, tu les bombardes avec de l'offre. Ok, il suffit de cliquer sur ce lien. Paris sportif, tu peux aller sur l'offre. Et il y a vraiment. Alors, il me disait, je sais pas pendant combien de jours, mais en gros, il me disait, c'est une villa par jour. Donc, je sais pas pendant combien de jours. C'est une villa par jour, les gars, ils parlent en villa. Il me disait, en gros. Peut-être qu'il regardera cette vidéo et je passe le bonjour. Mais il me disait, en gros, ça a tellement été bien préparé, etc., que là, en fait, en gros, il m'a dit, ces dernières semaines, il s'est fait une villa par jour, tranquille avec le pari sportif. Parce qu'un groupe comme ça, même si c'est une valeur où tu as de la masse, donc la masse, tu as peu de qualité, mais tu as plein de gens qui font du pari sportif. Il y a plein de gens qui ont investi, il y a eu des gros CPA, du gros ça reste quand même bien, tu vois. Et puis Doumbé Baki, tout le monde a une opinion. C'est du PSG-OM finale de Coupe de France, tu vois. C'est genre, ça divise la France, quoi, tu vois. Et donc c'est stylé, quoi. Et justement, sur Twitter, j'avais des gens qui justement ont commenté. Après, de leur point de vue, je peux comprendre quand tu sais pas les chiffres, on en revient à ça. C'est que c'est de l'audience faible, etc. Ils vont pas acheter tel produit, ils vont pas faire des déposits sur tel broker. Mais en fait, là, je peux démontrer totalement le contraire, qu'il y a des millions d'euros qui se sont faits, tu vois, sur un match comme ça. Et on peut penser à l'offre paris sportif légale et potentiellement, tu as une offre paris sportif qui est un peu moins légale, qui n'est pas certifiée ANJ et qui peut payer un peu plus que ce que fait l'offre légale des fois. Ils n'envoient pas vers des ANJ. Ils n'envoient pas vers Betclic, quoi. Tu vois, Betclic, le CPA, il n'est pas assez fort, donc potentiellement, on va avoir des sites qui sont illégaux. Et là, les CPA, c'est pas les mêmes, tu vois, ça tape fort, quoi. Après, c'est toujours pareil, est-ce que c'est illégal ou immoral? Les deux sont différents. T'as des trucs totalement. C'est illégal en France, mais. C'est illégal en France. Après, est-ce que c'est immoral? Je pense pas. Ça reste du pari sportif. Écoute. C'est juste que la France veut brider. Demain, ils légaliseront quand ils prendront du pognon. C'est ça, quoi. Là, ils ont les acteurs historiques qui font du lobbying, donc ils ouvrent pas aux nouveaux entrants facilement. Ça va sûrement changer un jour. Inch'Allah, normalement, légalisation du casino en ligne, ça a été voté théoriquement peut-être 2026. C'est un truc qui devrait arriver. Ça serait un peu l'idéal. Du moins, ça ouvrirait le marché, ça ferait un truc qui serait un peu propre. Comme c'est partout en Europe, hein, globalement. La France, c'est un peu des seuls pays qui est dans le déni un peu. Et je repense juste au truc Doumbé Baki MMA. Pourquoi est-ce que c'est du trafic paris sportif qui est peut-être mieux que le trafic paris sportif habituel? C'est parce que si tu paries sur un match de MMA, tu mets pas 2 euros. Il y a des fois sur le foot, tu sais, les gars ils mettent 2 euros en multiplicateur, là, je sais plus comment ça s'appelle, le pari cumulé, ils t'en mettent plein d'affilée. Et ils sont en mode peut-être ça va faire x100 et tout. Paris sportif MMA, Doumbé Baki, t'as qu'un seul match. En général, tu vas parier sur un des deux, tu vas mettre genre 30 balles, 50 balles. Donc en fait, tu as du dépôt qui est assez immédiat, qui est assez fort. Et donc la marge que tu vas faire, elle est plus forte en général. En plus, tu prends des commissions lifetime. Donc tant que le mec qui parie, parce qu'en peut-être une semaine, il va parier 200 balles max ou 50 balles. Mais sur 2 ans, peut-être parier 100 000 balles. Ça peut faire vite, beaucoup. Et 100 000 balles ou même 20 000 balles, c'est énorme. Donc sur la masse, sur des milliers et des milliers de leads que tu as fait. 2-3 baleines, c'est efficace. Et un truc aussi, c'est que tu es sur des Doumbé Baki en France. C'est genre, c'est 2 icônes d'une nouvelle génération. Donc tu vois, c'est des gens qui sont plus jeunes. Et c'est le genre d'event où tu crées des vagues d'inscriptions sur des sites de paris. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les nouveaux joueurs quand tu fais des trucs comme ça. Et du coup, quand tu fais un Doumbé Baki, c'est le symbole d'une génération. Moi, c'est mon petit frère et tout, tu vois. Et en fait, ils ont vécu à la rigueur peut-être finale Coupe du Monde 2018, qui était une grosse vague d'inscription. Tu as eu finale de l'Euro, qui était des grosses vagues d'inscription. Et en fait, quand tu es à ce moment-là et que tu top rank sur comment parier sur le foot, par exemple, c'est énorme le trafic que tu fais. C'est que des nouveaux joueurs. Parce qu'en fait, les gens, c'est la première fois qu'ils ont envie de parier parce que c'est finale de Coupe du Monde et parce que c'est genre l'event de l'année, tu vois. Et donc, quand tu fais Doumbé Baki, en fait, potentiellement, tu es sur ce genre de niche aussi et tu es sur une population qui n'est pas exactement la même que sur le foot, donc des nouveaux entrants, etc. Des nouveaux entrants, Et c'est ultra intéressant, quoi. Parce qu'en fait, tu pensais à du rêve cher, mais si tu as du CPA, par exemple, aussi, ça te fait de la masse, ça bombarde un coup sur des nouveaux entrants, quoi. Totalement. Hein. Moi, c'est vrai que les gens que je connais, c'est hybride, un peu des deux. C'est de l'hybride. En vrai, les grosses boîtes, elles sont sur de l'hybride, alors elles sont, t'as un bon CPA parce qu'on sait que le trafic il est certifié, qu'il est qualifié. Quand les boîtes elles savent qu'elles vont faire de la marge sur ton trafic lifetime, elles te filent un bon CPA et après elles te mettent un petit hybride en ref share
Puis te gaver aussi sur les baleines, tu vois, histoire que les baleines régalent tout le monde. Et putain, le gros intérêt de Telegram, c'est que tu les gardes dans le groupe. Ouais. Donc si tu as un nouveau casino en ligne pour du pari sportif chaque semaine, et que tu leur envoies un bon call to action type inscris-toi, fais un dépôt et tu gagnes 100 euros, 200 euros de bonus, chaque semaine, tu renvoies les mêmes personnes sur différents casinos. Donc là, ce que tu peux faire en une seule fois avec du SEO, il y a beaucoup de personnes qui affilient 3-4 brokers, la même personne. Donc tu maximises x3, x4 quoi. Elle est là, la villa. Au début, tu as un quart de villa. Après, tu as 2 quarts de villa, 3 quarts de villa. C'est clair. Et en vrai, il y a un truc qui est assez ouf aussi, c'est que Doumbé Baki, mec, c'est pas un event. Le match, il a été reporté. Donc en fait, le gars, il va re-saigner son groupe une deuxième fois à 100%, tu vois. Donc en fait, ça, c'est fort, quoi. Et si tu as saigné ton groupe avec une première offre une première fois, attaquer avec une deuxième offre, parce que comme ça, tu refais des nouveaux inscrits sur ta deuxième offre, que tu peux déjà avoir préinscrit sur un autre truc. Si tu as un gros bonus, tu sais, en fait, en plus, c'est du one-time event, bonus d'inscription, 200 euros, le pari il est offert, etc. Pari doublé, enfin, toutes ces les gens, ils s'inscrivent, ouais. Comme tu as dit, nouvelle génération, clairement. Donc, gros levier Telegram, surtout sur la rétention. Ouais. Pour moi, si dans 5 ans, il y a des millions à faire et peut-être plus facile qu'en SEO dans 5 ans. Parce que dans 5 ans, on dira putain, le SEO il y a 5 ans c'était facile et tout. C'est toujours pareil, tu vois. Mais si vraiment 2 gros leviers, YouTube et Telegram. Et même dès aujourd'hui, il faudrait farmer des comptes, des chaînes que tu pourrais revendre ou lancer dans 1 ou 2 ans. Parce que regarde, aujourd'hui, on galère à acheter des comptes Gmail, des comptes Trustpilot, des comptes LinkedIn. Tu vois, tout ça, tu les farmes et tout. Oui, tu sais, quand tu saignés dans le passé, en fait, c'est galère à acheter. Et Telegram, je pense que c'est le nouveau mailing en vrai. Genre, tu vois, le mailing, c'était ultra efficace, c'est toujours ultra efficace et ça sera toujours ultra efficace parce que c'est un peu notre identité en ligne, c'est notre mail, tu vois. Donc en vrai, le mail, tu peux pas le nier, c'est toujours le truc qui sert à confirmer ton identité et ça sera toujours super efficace. Mais en nouvelle génération, je pense que Telegram, ça va être assez fort sur genre un espèce de mailing plus personnalisé, plus direct, etc. Nous, on est en Asie et typiquement Line, ça ressemble à du Telegram dans le côté où les marques, des fois, elles t'ajoutent dans des groupes, tu te retrouves, tu reçois des offres, etc. Et en fait, je pense que dans le futur, pour avoir de la connexion en direct, le SMS est mort un peu et donc Telegram, ça va être le genre de truc qui est assez intéressant à aller farmer. YouTube, je t'en fais pas, mec. On va en parler tout de suite, c'est dans la trame. Ah ouais, vas-y, si tu veux, on attaque direct sur YouTube. Moi, je suis chaud parce que c'est un truc. Juste Telegram, un petit truc que j'avais appris quand j'étais à Bali. Un gars développeur qui crée des bots. Il me disait que faire des bots sur Telegram, c'est beaucoup plus avantageux que sur WhatsApp. Avec tous les coûts en termes d'appel API, etc. WhatsApp, c'est un peu à chier. Et Telegram, c'est top. Et tu vois, là, en 48 heures, tu trouves un bon gars. Speedy Index, tu le dupliques, tu le fais sur le marché français. Donc il y a plein de business à faire. Le plus compliqué, c'est de rester focus, frérot. Faut oublier les bonnes idées parce qu'il n'y a que ça. Mais Telegram, dans ma business, j'ai 150 tâches. C'est un truc comme ça, voilà. J'imagine. C'est que des idées de trucs à éclater, quoi. En tout cas, faire des bots Telegram, bon business. On pourra en reparler peut-être dans d'autres épisodes. Mais même, je pense à ça, les gars qui font de l'automatisation Make et compagnie, là, en fait, ils pourraient faire des bots Telegram, quoi. Et derrière, faire tourner un Make sur un bot Telegram, quoi. Et en fait, tu fais des SaaS en mode bot Telegram qui renvoie sur un truc. T'es pas obligé d'avoir une coquille de SaaS et tout le bordel. Tu pourrais juste avoir un bot Telegram pour moins te faire chier. Pour moi, la future plateforme de contenu ou de backlink ou autre à faire, c'est sur un bot Telegram. Donc tu crées moins de valeur, par exemple, sur un SaaS. Mais c'est hyper simple à faire. Et quand c'est novateur, tu as l'aspect Telegram, etc. Novateur, anonymat, tu as un vrai truc à faire. Par contre, c'est plus compliqué à revendre qu'une vraie plateforme comme Kuma c'est un enfer. n'importe. Mais ça serait stylé de ouf, mais qu'il y ait un achat de lien sur le bot Telegram. Achat de lien que du Ninja, du sponsor ou n'importe. Mais c'est pas cher du tout, mec. Du lien à 3 euros. Genre, offre, lien à 3 euros, c'est que du Telegram. Ça serait énorme. Tu peux faire même que du drop service. Tu as tellement de gens qui font des liens pas chers, des fois de qualité. Non, mais bien sûr. Tu te fais pas ça chier. Peut être. J'adorerais faire des trucs comme ça. Achète ton lien à 1 euro et tu t'achètes du lien en random. C'est genre random auprès de 10 services qui peuvent te faire du lien, etc. C'est clair. En plus, sur Telegram, c'est rapide, quoi. Tu crédites. Et par exemple, si tu fais 50, tu mets ton URL, tu es sûr que dans X jours, les 50 liens ils sont faits. Donc tu n'as pas besoin d'aller sur la plateforme, te connecter, envoyer ton brief, tac. Là, c'est un shift. Tu as tes notifs qui pop direct sur ton tel en mode cliquer sur lui. Speedy Index, c'est plus fluide. Speedy Index, c'est trop propre. J'avais ma notif ce matin, j'étais en mode putain, Speedy Index, vous êtes fluide, quoi. C'est clair. Oh là là. Voilà, petit. Telegram, c'est lourd en vrai. En vrai, c'est stylé. Moi, je connais, en plus, j'exploite pas du tout, mais je pense que c'est fort. Ça a l'air trop intéressant. Et j'ai pas mal. Qui c'est qui est sur Telegram? Cyril de Web de Fou. Il ponce Telegram, je crois. Et il y a un ou deux gars aussi que je connais qui poncent un peu Telegram. Je crois que c'est Bichente, non? Bichente, Roman. Après, je suis pas, mais j'ai vu qu'ils avaient chacun des groupes. Des channels Telegram.
David Blackhat, qui a son channel Telegram qui est en mode aussi, focus Telegram. Et ouais, en fait, c'est un moyen d'avoir une newsletter en plus fluide et plus novateur, quoi. Ouais. Plus léger, en fait. Clairement. Après, c'est vrai que Telegram, c'est comme Dubaï. Il y a eu tellement de dérives. T'as du moins bon, mais t'as du très bon aussi. Ouais. Et voilà, tout ce qui est anonymat, etc., comme les cryptos, bah, t'en as, ils font de la merde. Ouais. Mais t'en as, ils croient vraiment à l'histoire derrière de ça fait partie du futur. Ouais. Comme le créateur de Telegram, mec. Incroyable, ils sont une équipe de quelques dizaines de gars. Il a fait une des plus grosses boîtes. J'étais sur le point de t'arrêter pour parler de ça. Parce que incroyable. J'ai écouté l'histoire du créateur de Telegram et c'est un truc de ouf. C'est le gars qui a créé le Facebook russe. Ok. À la base, en gros. Il a créé VK. Qui est genre plateforme de fou furieux en Russie, donc l'équivalent du Facebook en Russie. Ah, VK. Ouais. Il n'y a pas des films de streaming dessus? Si, ils ont fait de la vidéo après. Okay. Tu connais. Et donc, ils ont fait ça, la plateforme, le Facebook russe en gros. Poutine, il lui a dit « Ouais mec, donne les accès ». Et il a dit quoi? Il a dit « Ouais, c'est mort, je donne pas les accès ». Poutine, il a dit « Ok, bah VK, c'est plus à toi en fait. Vas-y, c'est mort, tu viens de te faire péta, tu vois. » Donc le gars, il avait X centaines de millions, c'était une dinguerie. Il revendait par forcé un peu, tu vois. Un gars qui dit « Ok, je filerai les infos aux Russes. » Et donc, il récupère un peu de cash et il part et ils font de Telegram. Et Telegram, c'est 30 personnes, mec. C'est une boîte qui est genre valorisée. Enfin, tu vois, potentiellement, le gars, il fait partie des top 100 personnes les plus riches au monde avec les values de Telegram. Il a pris aucun investissement. Ils sont genre quasiment full bootstrappés. C'est fou. Ils font pas d'argent, mais ils sont en mode on fera de l'argent un jour et tout le monde est en mode on vous fait confiance là-dessus, tu vois. Et franchement, trop efficace. Et 30 personnes seulement. Et lui, il fait le fondeur, il fait DRH et vision produit. C'est le seul qui a la vision produit, c'est lui qui fait tout le truc. C'est un gars qui est dans le futur. Et pour recruter, ils ont une plateforme où tu peux faire craquer des problèmes de code. Donc c'est du hack et des codes ultra techniques. Et si tu passes genre toutes les étapes, il dit ok, c'est bon, tu peux rentrer. Même pas besoin de réfléchir si t'es bon techniquement, t'es une machine de guerre. Et ensuite, c'est une petite team Europe de l'Est, des fous furieux, très anti-Russie et très en mode posé à Dubaï et genre on sera full privé. Ouais, je pense que s'il reste en vie ou s'il n'est pas intimidé, il va faire vraiment une. Le mec, c'est un génie. Il va tenir. En vrai, c'est compliqué parce que même s'il est de Dubaï, il se cache, etc. Ouais. Les gouvernements, ils veulent sa peau. Tu vois, Telegram, mec, c'est. C'est puissant. Ouais, non, en vrai, c'est chaud, mais je pense que ça va le faire. Je pense que ça passe. Ok. Ouais, je pense que ça passe. Parce que Dubaï, ils ont. Tu vois, c'est comme il y a des pays comme ça, ils ont trop intérêt à. C'est des gros pays quand même, des pays avec une forte influence, et ils ont trop d'intérêt à pouvoir garder ce statut, genre un gars qui veut entreprendre en dehors de toute influence de chaque pays, chez nous, il peut le faire. Et là, du coup, avoir ça, c'est cool pour lui, quoi. Donc, ok, magnifique. Ouais. On reparlera de Telegram dans quelques épisodes. Il s'appelle Pavlov, je sais plus quoi, mais trop intéressant. Il a été interviewé par Martin Tucker, je crois. Ou un nom comme ça. Et moi, pour le coup, je tire mes infos j'écoute beaucoup My Fast Million, qui est un podcast US. Et ils ont fait un épisode de podcast où on vous présente les 5 vies des gars les plus intéressants qui font du business en ligne alors qu'il est. Et il y en a un des 5, c'était ce gars-là. Il y avait Oussama ou pas? Il n'y avait pas Oussama. Ah merde, je regarderai pas alors. Pour passer un peu sur YouTube, tu as lancé pas mal de petits tests, notamment Eleven Labs, traduit de l'anglais au français. Ouais. Ce serait intéressant d'avoir ton retour d'expérience. Plein de choses à dire là-dessus. La première chose, c'est souvent les gens en parlent, tu vois. Les gens sont en mode ouais, maintenant tu peux dupliquer une chaîne dans toutes les langues. C'est vrai. Honnêtement, c'est vrai. Tu peux faire du one click, dupliquer des chaînes. Tu peux le faire en dubbing. Moi, ce que j'ai fait du dubbing avec les voix de base, tu vois. Donc ils ont traduit, ils ont gardé un peu mon accent, ma manière de parler et traduction en anglais. Première chose, c'est que ça coûte une couille. Ça coûte trop cher en fait. Eleven Labs, les gens ils disent ouais, tu peux faire envoyer une vidéo dans 20 langues. Bah ouais, donc ça te coûte 20 fois le prix d'une vidéo. Et là, alors c'est à peu près en gros 1 euro par minute de trad, un peu moins. Je crois que c'est 50 centimes par minute de trad par vidéo. Donc moi, j'ai traduit une vidéo de 10 minutes, 15 minutes, tu vois. Ça m'a coûté 10 balles à peu près. Et je l'ai traduit dans une seule langue, en anglais. Okay. Et pour l'instant, tu sais, je l'ai envoyé tel quel. J'ai pas boosté, j'ai pas fait tout ça, mais bon, ça fait pas de vues, ça a fait 50 vues, un truc comme ça. Après, je me dis, ce que je vais faire du coup là, je vais prendre les 2 vidéos du mois qui ont le mieux perf dans l'idée. Je vais les traduire en anglais, je vais les envoyer en anglais, et je vais build une chaîne qui va prendre 2 vidéos par mois en anglais. Sur une autre chaîne. Sur une autre chaîne, qui sont juste des trades de ma chaîne SEO FR, tu vois, en gros. Aucune modification visuelle. Aucune modification visuelle, juste l'audio. Switcher, genre t'envoies chez Eleven Labs, dubbing, et il te sort la version en anglais. Et je l'envoie en anglais, tu vois. Moi, je pense que ça marche, mais il faut un petit push de départ. Parce que je l'ai fait, mec. Mais si tu laisses le truc ranker naturellement, ça va pas faire de vues. Ouais. Mais si parce qu'en plus, la qualité, elle est pas ouf. Hein. Ouais. Tu vois, la qualité que tu as au final, elle est pas dingue parce que
Ça se voit que ta synchro elle est pas là. Après moi, comme je suis en petit dans le coin, ça va, tu vois, ça se voit pas trop, on voit pas trop les lèvres qui bougent. Mais tu vois que l'écran il est en français. Bah, tu vois, des fois il y a des trucs qui se passent qui vont pas le faire. Là, je veux le faire parce que j'ai envie de voir si bon, j'en ai envoyé qu'une pour l'instant. J'en ai envoyé deux. Les trades de l'anglais au français. Je voulais trad la vidéo que j'ai fait avec Charles Flotte en français. Je t'ai tombé dessus. Ouais. Je t'ai envoyé. C'est quoi ça? La vidéo, elle est horrible en fait. De trad d'anglais au français, ça fait des accents canadiens. Et Eleven Labs, quand tu trades de l'anglais au français, il fait du canadien. Okay. Donc typiquement, le marché français, tu peux pas le bouffer avec de l'Eleven Labs basé anglais. Et d'ailleurs, je pense que même les autres langues espagnoles vers français, ça va pas fonctionner parce que ça va être du canadien aussi. Et du coup, ça te fait des sales accents, c'est horrible. Et on en parlait avec toi. Tu m'as dit si tu veux envoyer la vidéo sur le marché FR, fais-la pas en trad Eleven Labs anglais vers français, fais simplement du sous-titrage, améliore un peu la qualité, change 2-3 trucs. Gros sous-titrage, tu vois. C'est top, pour que ça soit bien lisible, bien visible. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un gars à 20 balles sur Upwork, j'ai fait le sous-titrage et elle fait partie des vidéos que j'ai pour le jour où j'ai la flemme de faire une vidéo. Ouais. Je l'ai dans le truc, après je peux la glisser, tu vois. Et plus j'attends, mieux c'est parce que ça met de la distance vis-à-vis de la première fois que j'ai eu l'interview. Donc voilà, donc j'ai fait des tests, mais mon résumé, ma conclusion, c'est que ça coûte très cher et que la qualité est pas ouf. Et du coup, c'est un peu fucked up quoi. Quand tu sais que sur Upwork, tu peux avoir un voice-over sur une vidéo qui sera de meilleure qualité et qui va te coûter genre 20 balles sur une vidéo de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, en fait, payer une trad automatique qui va te coûter la moitié de ce prix-là, qui va pas être de super bonne qualité, c'est chaud quoi en vrai, c'est pas terrible. Après, c'est que le début. Et en fait, l'IA au début c'était de la merde et ça coûtait cher. Et maintenant, ça coûte 10 fois moins cher et c'est 10 fois moins de la merde. Et du coup, le leverage qu'on a pris là-dessus, il est x100. Le leverage qu'on va prendre sur de la traduction automatique, il va être x100 aussi à un moment ou à un autre. Là, c'est que les premiers outils. Là, on va attendre vraiment des outils spécialisés, YouTube duplication. Ça va être incroyable. Et là, je te fais du Eleven Labs. Parce que c'est le truc le plus courant. Il y a peut-être des solutions qui existent qui sont moins chères et qui marchent bien. Elles n'ont juste pas été popularisées. Mais c'est un peu la même qualité. Hein. Tout ce qui est Rask, Agen et tout, c'est un peu le même délire. Agen, mec, le prix de Agen, ouais, j'ai failli faire un emprunt à la banque quand j'ai voulu ouvrir un compte Agen. Non mais mec, Agen, c'est hors de prix. Ouais, j'ai payé un mois, je ne l'ai pas utilisé là. Je pouvais pas. En fait, je voulais mettre la tête de Macron et mettre merci. C'était quoi? Chers compatriotes, pensez à liker, vous abonner à la chaîne de Romain Pirotte avec la voix de Macron. Ça aurait été marrant. Et en fait, tu peux pas avec Agen, il faut que ce soit toi en fait. Il faut le prouver. Et j'ai trouvé d'autres solutions sur YouTube, mais elles n'ont pas marché. C'est des trucs open source, c'est galère quoi. C'est une galère quoi. Enfin, je ne connais pas ces techniques et on n'a pas le temps pour ça quoi. Ouais. Mais Agen, mec, c'est ultra coûteux. Je sais plus combien c'est, mais c'est vraiment là où Eleven Labs, c'est peut-être, je dis 50 centimes, mais c'est moins cher que ça, je crois. Eleven Labs, c'est peut-être 20 centimes ou 10 centimes la minute. Agen, je crois que c'est vraiment 1 euro minute. Tu vois. Et c'est genre le calcul qu'ils font. Si tu vas faire une trad, plus changer les lips, et la trad, c'est Eleven Labs qui l'a fait, donc ça reste un peu dégueu en termes de vocal et tout. Plus le changement. Ça te fait, c'est 1 euro la minute quoi. Ouais, un crédit. Ouais, je crois que c'est des crédits. C'est un crédit la minute et un crédit c'est 1 euro. Ouais, ils ont mis un crédit parce qu'ils savent eux-mêmes que c'est cher. Ouais. on va changer le nom histoire que vous ne voyez pas que vous vous êtes fait niquer. C'est sûr, parce que tu dis, une vidéo de 30 minutes, 30 euros, putain, c'est cher. Mec, c'est ultra cher. Ouais. Si tu vas la faire prendre un VA. Tu veux la faire dans 10 langues différentes, ça fait 300 balles pour ta vidéo de 30 minutes. Ouais, c'est cher. C'est pas mal en vrai. Si tu veux spammer et que tu as du budget et que tu sais que ta thématique elle paye fort, tu vois. Ça. Et que tu sais déjà et que tu as déjà du cash. Genre, tu vois, c'est un nombre de facteurs, boum, 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 qui arrivent les uns derrière les autres. Du coup, tu arrives sur des cas qui sont quand même, il n'y en a pas énormément qui ont besoin de ça et qui sont dans ce cas-là, tu vois. Mais surtout quand tu sais qu'un VA, il peut faire le travail bien pour pas si cher, quoi. Ouais. Tu vois, peut-être même mieux d'ailleurs pour moins cher des fois. Alors, je pense que dans 1 an, il y aura déjà beaucoup plus de solutions, plus économiques. Ouais. C'est sûr et certain. Regarde, avant ChatGPT, il y avait plein de solutions IA. Ça coûtait la peau du cul pour du contenu. Ouais. ChatGPT est sorti, ils ont raflé le game. Hein. Ouais. Tu penses à Jasper peut-être qui était. Jasper, White Sonic. Ouais. Que ce soit des solutions internationales. Mais qui étaient basées sur GPT en vrai, tu vois. Qui étaient basées sur GPT. Mais bien réglé. Ouais. Parce que GPT à l'époque, le réglage, j'en ai reparlé avec des potes. Tu te souviens à l'époque, le réglage, tu avais le panel de droite, tu mettais température et tout, tu devais régler avec le curseur et tout. Genre en mode, t'imagines mec, alors que maintenant GPT t'arrives, c'est genre, non, je veux plus comme ça. Hop là, il te le fait, tu vois, il n'y a pas de problème, il fait son auto-réglage et tout. Mais l'époque, je me souviens un Paul Sanchez qui faisait son tuto Discover, GPT-2 avec, je vous fais pas voir les paramètres parce que c'est ça la sauce secrète. Ah ouais, putain, alors qu'en vrai. Tu vois, quand j'y vois avec le temps, je me dis, il ne savait pas à l'époque et tout, mais comme on disait sur les tips, il aurait pu faire voir ses réglages. Ça aurait été une dinguerie. Les gens, ils auraient eu le tips de l'enfer. 3 mois après,
GPT 3.5 sortait, on était déjà 10 ans dans le futur, tu vois. Et en fait, le tips, il était déjà mort parce que c'était un tips ultra temporaire. Mais à mon avis, il voulait pas cramer parce qu'il était sur une petite vache à lait, à mon avis, à un moment donné. Et voilà. Mais il aurait pu le faire. Au final, le tips s'était cramé dans les 2 mois, donc voilà, c'était pas. Je pense que le vrai défi, c'est pas les tips, c'est la barrière à l'entrée. C'est comme on en parlait hier, génération de leads. Pourquoi tout le monde meurt en affiliation Amazon? 0 barrière à l'entrée. Ouais. Demain, je fais un site avec 50 pages de formation Midjourney, ChatGPT, etc. Ouais. Personne ne connaît mes partenaires. Aucun affilié va venir parce qu'il y a trop de travail, il faut démarcher, il faut trucs, etc. Et on est sur du high ticket, donc des grosses marges. Ouais. Donc, créer des barrières à l'entrée. Les tips, achat de trafic, Ninja LinkedIn, etc., ça peut être appliqué partout. Ouais. Donc, le mieux, c'est toujours le truc où. Ça n'a pas vraiment de valeur au final. Où tu es le seul à l'avoir, quoi, tu vois, parce que tu l'as créé toi-même. Genre, c'est toujours le produit / l'offre / la connexion que tu as créé toi-même. Pour moi, c'est toujours ce qui a le plus de valeur. Et donc, typiquement, tu vois, sortir des sentiers battus, c'est toujours l'endroit où tu vas créer le plus de valeur. Après, je te dis ça, mais les plus gros chiffres, ils se font encore en affi tradi, sur des offres tradi, etc. Ouais. Tu vois, en fait, les grosses boîtes qui font du casino, au final, elles ont les mêmes offres les unes que les autres. Mais si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas quelqu'un avec 200 000 € sur votre compte, à l'heure qu'il est, il ne faut pas chercher à aller taper le gros truc. Il faut aller chercher à aller faire une offre custom et à prendre un angle d'attaque qui est différent, en fait, simplement, et se dire comment est-ce que je peux faire pour apporter une valeur qui sera un peu différente, pour créer mon propre produit, pour créer mon propre projet et pour pouvoir monétiser ça. Et quand tu as trouvé ça, c'est excellent. Et je trouve que ton truc formation ChatGPT, c'est trop intéressant. Ouais, c'est le bon exemple. C'est le meilleur exemple en fait. Prendre des gars et leur dire ça sera 1 000 € la formation sur la journée, formation de ChatGPT. Voilà, tu vas pas faire énormément de leads, mais si tu en fais 4 par mois, que tu fais 4 000 € par mois, en plus, pas trop de concurrence, de la longue traîne, il y en a plein. Ouais. C'est très peu de recherche par rapport à dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc c'est une traîne qui va faire qu'augmenter. ChatGPT, c'est incroyable. Formation ChatGPT 4, formation ChatGPT 4-O, tu as des news qui sortent tout le temps, etc. Tu vois, sur tous les agences, tous les sous de GPT. Il y a le gars qui est. J'écoutais, je vais souvent vous faire des références aux podcasts anglophones que j'écoute parce que je bouffe que de l'anglophone et c'est intéressant de vous l'amener un peu et d'avoir des échos là-dessus. Il y a un gars qui a construit un empire de plugins sur WordPress. Et il disait j'ai eu de la chance. J'ai bien fait mon travail parce que j'ai construit un bon empire, j'ai fait les bonnes choses. Mais en fait, la seule chance que j'ai, c'est d'être sur WordPress, mec. Et il dit j'étais plugué, j'étais ils appellent ça le coquillage sur la baleine, tu vois. Et donc en fait, la vague est tellement énorme que toi, tu es juste en train de naviguer sur un navire qui va à 200 à l'heure. Et lui, en fait, il avait de l'acquisition. Son acquisition, ça se faisait juste naturellement parce que WordPress prenait 90% des parts de marché sur le web qui est en expansion x2 tous les ans, tu vois. Donc en fait, il était juste en mode, c'est ouf, ça rentre tout seul, quoi. Ça arrive tout seul. Et il a bien fait les choses. Mais en gros, stratégie de tu te places, t'es le coquillage sur la baleine. Et ça, c'est énorme, quoi. Ça a trop de valeur. On en parlait pas mal hier, mais le futur de l'affiliation ou une des alternatives pour se refaire, pour ceux qui ont fail en affiliation ou ceux qui veulent créer un vrai business, avec des vraies barrières, si je peux me permettre, ou encore ceux qui débutent, génération de leads, c'est magnifique. Ouais. Et on en parlait hier, j'ai fait un petit cas d'étude très rapidement. J'ai fait 50 pages, formation de ChatGPT, formation affiliation. Certains mots-clés assez concurrentiels, mais d'autres mots-clés très peu concurrentiels qui n'existent même pas, ni dans SEMrush et à peine dans les Google Suggest. Ouais. Et au bout de 48 heures, moins de 48 heures, j'ai fait mon premier lead sur formation Pinterest Ads. Tu vois, donc il y a vraiment des gens qui cherchent ça. Et c'est très simple. Et je reprends ce que tu dis, il faut se greffer sur des industries. Parce qu'en affiliation, des fois en 6 mois, tu n'as pas de résultat. Là, en moins de 48 heures, j'ai un premier mec qui m'a dit « Je suis intéressé pour me former sur Pinterest ». Donc bien sûr, peut-être ça ne va pas faire une vente. Mais au bout de 4-5 leads, normalement, il y aura une vente. On l'enverra au bon partenaire. Un gars qui arrive comme ça et qui te dit « Je veux me former sur Pinterest ». Tu me dis ça va pas faire une vente. En plus, franchement, mec, moi je me dis ça fait une vente. Après, si tu vas, en fait, mec, tu prends le lead au téléphone et tu pars en mode closer et gros, tu fais ta vente en fait. C'est ça. Si t'as la dalle et que t'as envie de monter un biz et que c'est le début et que tu dois, parce qu'en fait, ta formation Pinterest potentiellement tu vas la faire en one-one, partage d'écran, un truc comme ça, c'est peut-être le plus pratique à l'heure qu'il est, je pense, ou coaching, ou enfin voilà, bref. Mais en fait. Il va falloir que tu en fasses, tu vois, des formations pour avoir une bonne formation, pour être bon dans ce que tu fais, etc., etc. Donc là, au pire, tu payes le gars, il va te payer 50 balles pour une demi-journée, mais il faut t'entraîner en fait. Il va falloir t'entraîner à faire de la formation. Donc ton lead, tu le valides, mec. T'as un lead, tu le confirmes, quoi. C'est un truc de ouf, mec, parce que va falloir
Tu vois, faut s'entraîner, faut faire des répétitions pour réussir à faire un truc qui est worse, quoi. C'est vrai que nous, on est quand même assez différents parce qu'on est une équipe, donc on vend déjà des formations de partenaires, etc. Donc le but, c'est d'avoir ce système avec nos exclusivités de partenaires formation et aussi faire du lead generation où tu vas sur LinkedIn ou sur Malte, tu as 10 personnes qui font de la formation Pinterest. Tu as plus d'offres que de demandes. Tu peux juste plug ton site et l'envoyer. Tu contactes le gars en privé, tu lui dis ok, j'ai un deal pour toi, mon gars, je t'envoie tous les deals, tu me fais 10% sur chacun et ça part, tu vois. Nous, c'est 50%. Non, mais attends, ça, faut en parler parce que si tu as le client et que la personne est compétente, si elle se vend 1000 euros par exemple en TJM, en vérité, tout le monde a des TJM, mais ça se brade assez rapidement. Bien sûr. Donc, tu vois, à 600, nous, on le vend 1000 euros. Et tu fais 500 et tu nous donnes 500. De toute façon, on a le client et le client, en vérité, il n'y a pas de prestation client. Non, mais toi, la question, c'est tu closes le client. Si tu closes le client, tu mérites 50% du biz, quoi, tu vois, quasiment. Au début, je pense qu'on closera, mais après, ce sera même au partenaire de closer. Ouais. Et parce que c'est pas gérable de closer en interne. 50%, mec, quand tu closes, quand c'est l'autre qui close, c'est cher payé. Ouais, mais si entre 30 et 40, quoi. Mais voilà, mais pas 30%, 10 ou 5. t'envoies les clients et le gars, il close sur des trucs high ticket à 1000 euros la journée. Ah ouais, ça vaut le coup. Enfin, le gars, il va prendre 700 euros à chaque fois et il a juste à closer les clients. Bien sûr. Faut pas que ça soit un travail de closing trop chiant, faut que les leads soient bien, mais si c'est le cas. Après, c'est la réflexion solopreneur, genre solo, en mode tu lances un de tes premiers sites, etc. Donc toi-même, tu fais les formations, toi-même, tu veux marger à mort. Et la réflexion, là, on est en équipe. Tu vois, on doit sortir mais c'est ça, au début, faites ça. Enfin, tu vois, toi, t'es structuré et tout. Au début, tu fais tout en solo, quoi. Bien sûr. Tu vois, ça roule, quoi. Mais là, c'est vrai que donc déjà, si tu as une grosse dépense, des frais de fonctionnement assez conséquents chaque mois, tu es obligé de réfléchir en mode scaling, en mode je fais un max de lead, je sous-traite à mort, je marge à mort. Tu te concentres sur la zone de ta zone de génie et la zone où tu vas être le plus de valeur ajoutée, parce qu'en fait. Ça, c'est pas évident, hein, parce que quand tu as un lead, tu as envie de l'appeler. Après, tu dis, mais pourquoi je vais donner 300 balles au partenaire? Moi-même, je vais faire la formation, je vais prendre 300 balles. Et tu sais qu'un gars, c'est pas un gars en interne qui le fait, tu vois, tu fais 10 formations dans le mois, tu as rentabilisé son salaire. Le gars, il a 20 jours, tu vois, tu réfléchis comme ça, quoi. Et tu pèses le pour et le contre. Tu as un gars en interne. Les mois où tu as du lead, c'est bien, mais les mois où tu n'as pas de lead, il fait la gueule. Donc, toi, tu payes. Toi, tu es dans la merde, tu vois, c'est ça, quoi. Tu payes un gars dans le vide. Du coup, c'est chaud, mais en vrai, après, c'est. Mais génération de lead, gros business. On peut le voir en quelques jours. Florentin, il disait en quelques semaines, il y avait des résultats. Donc, c'est hyper rapide. Mais il faut savoir quel lead tu génères, c'est qui ton partenaire, comment tu touches par lead, etc. Et c'est là où c'est pas un calcul aussi simple qu'il paraît, tu vois. Et en gros, si tu tapes Enfin, c'est simplement quel domaine tu connais, est-ce que tu sais à qui tu peux revendre des leads et tu sais à combien tu peux les revendre. Et quand tu as tous ces chiffres-là, là, tu peux attaquer tes trucs, etc. quoi. Mais... Ouais, il faut être bon en analyse. Là, ça suffit plus d'aller sur le dashboard Amazon, copier les top produits, mettre des liens d'affiches. C'est pas de l'analyse comme ça, ça va être de l'analyse qui va être plus haut niveau et il va falloir rappeler des gens au téléphone. Moi, encore une fois, c'est le truc, c'est la barrière à l'entrée des SEO. Les SEO, c'est tous des geekos qui sont en mode on va faire de l'argent avec nos dashboards Amazon, tu vois, typiquement en mode full analyse, petits chiffres, etc. Copier les trucs qui fonctionnent et tout. Mais il y a un moment, là, je pense, si tu veux. En fait, maintenant, c'est devenu chiant de faire ça, c'est devenu compliqué. Donc, si tu veux créer des hacks et aller plus loin, décroche le téléphone, trouve un truc, trouve un gars qui est prêt qui a la dalle aussi comme toi et qui est en train de faire la même chose. Tu vas sur Malte, typiquement, tu as les bonnes personnes, sur Upwork, tu as les bonnes personnes et tu lui dis ok, vas-y mec, maintenant on fait un truc à deux, je vais t'envoyer des leads, tu vas les assurer et voilà. Et en fait, toutes les bonnes équipes, c'est un opérationnel et un commercial. Et clairement. Tu vois, c'est toujours. Je réécoutais il y a ce bon vieux Emmanuel de Vaumoret qui passait chez MVP l'autre fois et il disait la première chose qu'il a fait, quand il a refondé Uplix, il disait j'ai pris un commercial et je faisais les consulting. Et il dit après ça a grossi, etc. Mais il faut se dire que son plan de base, c'était mon expertise, c'est le consulting SEO, je vais faire ça. Et derrière, je prends un commercial et le commercial, il va aller vendre. Tu vois. Et en fait, il te faut toujours un vendeur et un exécutif qui va faire l'opérationnel. La pire erreur des agents, c'est de recruter plus de prod que de commercial. Parce que le commercial, non mais ça arrive hyper souvent. Attends, on essaye de balancer une punchline entre les développeurs millionnaires. Non mais la pire erreur, très souvent, même moi j'ai des amis, je dis mais attends, recrute pas un mec en prod avant de recruter un commercial. Si tu as des clients, au pire tu rembourses, tu fais pas la presta. Mais si tu as un mec en prod, en CDI mec, et que tu n'as pas de clients, tu vas payer quelqu'un à rien faire. Bien sûr, t'es fucked up. Donc là c'est fini. Non mais c'est sûr, mais ça me… Et ça c'est courant, je te jure c'est horrible de dire ça. Parce que ça veut dire que tu dois autant payer de gens à vendre que de payer de gens à exécuter. Ça veut dire que ce que tu vends,
tu vends la moitié de simplement le concept de vendre, tu vois. Et là, c'est un truc moi, ça me travaille au corps parce que tu vois, un peu, j'aime pas le marketing et tout, c'est des trucs, j'aimerais que les choses valent leur prix, etc. Bien sûr. Et quand tu payes un gars à temps plein à vendre, ça veut dire que ce que tu vends, ça vaut pas son prix parce que tu payes la moitié du temps à vendre, tu vois. Ouais. Mais d'un côté, il faut que tu vendes aussi et c'est normal et bref, voilà, tu vois, c'est le jeu. Mais, ah ouais, putain, ça rend ouf. Ah, mais, c'est le game. Hein. Ouais. Tu sais, je repensais à ça en parlant d'agence. Je disais ça il y a pas longtemps. Chez qui est-ce que je disais ça? Chez Sans Filtre, qui m'ont interviewé. Et il me disait, c'est quoi l'ambition à moyen terme ou un truc comme ça. Et je me disais, moi, l'ambition à moyen terme, c'était les boîtes que j'ai kiffé, les agences que j'ai kiffé, où je me suis dit, ça, c'est ce que j'ai envie de faire plus tard, tu vois. Ouais. C'est, honnêtement, il y en a deux. Et voilà, SEO Hackers. Et je pense pas qu'ils ont beaucoup de commerciaux en interne, mais c'est juste, ils ont une aura qui est tellement énorme en fait. Petite équipe de brut, on prend que des clients qui nous font kiffer. La moitié des projets c'est de l'interne et on fait de la monétisation en interne avec de la fille, avec des trucs comme ça. On essaye, tu vois en fait. C'est des testeurs, c'est des bruts et c'est un truc qui est stylé. Et malgré le fait qu'il y a eu tout le méli-mélo et tout la fin qui est triste, mais Kabiz c'était aussi ça, je pense, avec des clients qui sont premium, des beaux projets, des trucs intéressants, excitants. Après, je te coupe. Excuse-moi, vas-y. mais ça se construit sur 10 ans. Ouais. Est-ce que ça veut dire que pendant 10 ans, tu vas faire de l'agency? C'est galère, tu vois. Ouais, mec. Mais en fait, non, mais je vais pas faire 10 ans d'agency. Parce que si t'es pas là, elle tournera pas. Ouais, je sais. Mais je vais pas faire 10 ans d'agency en mode. Là, je me dis pas, je vais faire 10 ans d'agence SEO, tu vois. Mais j'aime la relation client. Aussi fou soit-il, la plupart des gens, ils sont là en mode les clients, c'est horrible. Moi, j'aime bien parler avec les clients. J'aime parler en fait en général. Je suis un causeur, c'est tout, tu vois. Et j'aime parler avec les clients. Et du coup, peut-être que ça sera un peu sur du SEO. Peut-être que ça sera sur du marketing d'un point de vue plus généraliste. Peut-être que ça sera sur du YouTube, etc. Tu vois. Et mais ça sera. Dans 10 ans, je serai pas en train de. Il y a peu de chances que dans 10 ans, on soit en train de faire du SEO tous les jours. Honnêtement, tu vois, ça devient tellement 360, ça a tellement changé les dernières années que voilà quoi. Tu vois, moi, alors qu'il est, je vise. Je te rejoins, mais je veux dire, pendant 10 ans, tu auras un modèle d'agence et de prestation. Parce que le mythe de faire, tu vois, d'avoir des effectifs pour faire une agence et après de passer en mode SaaS ou passer en mode marketplace et tout, ça marche pas. Donc si tu t'engages sur 10 ans, c'est un business model qui est unique. Tu vois, toutes les agences qui ont essayé de pivoter en mode product, startup, à 99%, ça flop quoi. Non, mais je ne pivoterai pas en mode product startup, genre je fais un truc en mode mise en relation marketplace. Je ferai pas ça. Je ferai de l'agence et je garde de l'effectif fait de l'agence et je switch entre agence et projet interne. Tu vois. Ouais, mais projet interne, tu penses à quoi? Parce que moi, tous les projets internes que je connais, ça va pas très loin. Bon, édition, tu vois, ça peut être de l'édition, ça peut être de l'e-com, ça peut être de la chaîne en interne, etc. quoi. Pour avoir pas mal d'expérience autour de moi sur ce sujet-là, parce que moi, je ne l'ai pas fait parce que je sais que ça a flop. Et j'ai entendu beaucoup de personnes flopper, justement. Le problème, c'est que si tu as 15 cas de dépenses, donc tu dois rentrer, je sais pas, 50, voilà, payer les taxes, les effectifs, etc. Mais les projets internes, tu vois, il y a plusieurs trucs. Déjà, la boîte d'édition de site, tu as combien de personnes qui ont bossé dans des boîtes et qui se sont barrés et qui ont dupliqué le modèle. Les mots-clés, les trucs, tu vois, bon bref. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais beaucoup de personnes le font. Pareil pour les plateformes de backlink, pareil pour les plateformes de contenu, etc. Donc déjà, tu as plein de gens qui peuvent vite se barrer et te copier. Parce que l'édition de site, c'est un peu le problème. Ouais, ça c'est dans le cas où tu es sûr de l'édition avec peu de barrières à l'entrée. L'affiliation, peu de barrières à l'entrée. Moi, je peux dire que tu connais les affiliate managers. J'ai fait quelques… Bah, en vrai, mec, sur une boîte d'édition de site, alors qu'il est, je pense à Green Tomato par exemple, il y a 20 personnes, les barrières à l'entrée elles sont énormes. Aucun des employés n'a l'argent pour pouvoir rentrer sur le marché, assez simplement. Tu vois. Ça c'est bridant. Et donc ça c'est la première chose. Et les affiliate managers et les deals, personne ne les connaît en interne, quasiment personne. Il y a genre 3 personnes sur les 20 qui vont les connaître. Et on s'assure que ces personnes-là qui les connaissent, ça ne soit pas forcément des personnes qui peuvent relancer à côté. Tu vois. Donc en gros, les boîtes elles sont bien réfléchies pour que ça soit difficile de migrer. Et je connais plusieurs boîtes et plusieurs boîtes sont comme ça en vrai. Mais je te prends l'exemple de Core Biz. Core Biz, peut-être un quart des effectifs au final, tu vois. Donc, et t'as pas que Kabiz, j'ai d'autres exemples en tête que je donnerai pas. Mais voilà, bon, il y a ce truc-là. Il y a le fait aussi que je pense que les collaborateurs en mode prestation, ça marche bien. Mais en mode édition, tu vois, tu as besoin d'autonomie. Quand en édition, autonomie, tu laisses libre cours à la créativité de tes employés, etc. Et ça, généralement, en fait, ils oublient le focus qu'il faut que ça rapporte. Ils vont passer 10 heures sur un logo, alors que tu vois ce que je veux dire, toujours les mêmes trucs. C'est vrai que c'est chaud. En vrai, c'est compliqué les projets internes. Et il y a un truc aussi avec la doublette édition-agence, c'est que, imaginons que ça carbure en projet interne en édition. Bah, en fait, mec, si tu as un projet qui fait 20K par mois, t'as pas envie de filer une journée à un client, quoi. Tu vois, tu as envie de double down sur le projet, tu as envie de relancer un autre truc. Tu es en train de dire, putain, je viens de créer une machine à cash, les clients, ça sert plus à rien.
Et du coup, en fait, tu vas délaisser les clients. Et dès que tu commences à délaisser les clients, tu peux plus rentrer, etc. Tu vois, et vice-versa. Quand tu ne rentres rien en interne avec tes projets internes, bah, tu es full client. Et du coup, tu n'as plus beaucoup de temps pour travailler sur l'interne. C'est un peu difficile d'avoir une balance qui est équilibrée entre les deux. Mais moi, ce que je trouve cool dans ce modèle-là, c'est que… Ah, c'est le modèle idéal. Hein. Les problématiques clients, elles sont différentes des problématiques que tu as en interne. Ouais. Les problématiques internes, ça te permet de pousser des projets un peu plus loin, etc. Et je trouve que ça te permet d'avoir les deux cartes qui sont deux cartes ultra intéressantes. Et je me dis souvent que quand tu es un passionné de ouf et que tu as envie de faire de la R&D, que tu as envie d'expérimenter, que tu as envie de travailler sur tout. Tu sais, pour moi, c'est le SEO, c'est un jeu et j'ai envie de finir toutes les quêtes. Et je ne peux pas dire que j'ai fini le jeu du SEO si jamais j'ai jamais pris de clients, que j'ai jamais pris des gros budgets en clients, etc. etc. Donc, c'est le truc où j'ai envie d'essayer. Moi, je pense que c'est top. Hein. Franchement, c'est top. C'est une vision que tu pourrais avoir sur 10 ans et créer un empire autour de l'agency. Ouais. Mais j'y crois pas. Après, voilà, justement, il faudrait que quelqu'un me présente. Merci à le gars, je lui présente le projet, il me dit j'y crois pas, nanana. Je rigole, attends, je te check, frère. Il faudrait que quelqu'un me présente un cas contraire, pardon, j'arrive plus à parler, d'une agence qui a réussi à performer en créant des projets, comme tu dis, secondaires, comme de l'édition, affiliation, très peu de barrières à l'entrée. Peut-être plus de chance en génération de leads, ou vraiment avec des contacts du réseau du fondateur de l'agence, pourquoi pas, pour vraiment avoir ces barrières-là. Mais soit quand ça marche, je connais plein de gens qui se barrent, qui copient, ou qui vont sur des thématiques annexes ou autres. Ouais. J'ai trop d'exemples comme ça, et je connais aucune boîte, en tout cas en modèle agence, qui a réussi à faire, par exemple, 30K en agence, et qui a réussi à investir du temps et à monter en revenu édition. Généralement, c'est l'un ou l'autre. Tu penses pas que SEO Hackers sont dans ce cas-là alors qu'il est genre sur un espèce d'entre-deux? Peut-être, mais qui fait du disco? Tu vois, par exemple, si Paul, il n'était pas là. Imaginons, ils font du disco, je ne sais pas du tout ce qu'ils font. Si Paul, imaginons. Peut-être, imaginons qu'ils font du disco. Paul, il regardera cette vidéo, on lui fait. Imaginons ils font de l'astrologie, imaginons ils font des trucs comme ça, tu vois. Imaginons. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Mais imaginons qu'il fait du disco. Bah, je pense que si Paul, il n'est pas derrière, ou son associé, ce ne sera pas forcément les mêmes perfs que les perfs qu'il pourrait avoir actuellement. Parce que l'édition, c'est encore compliqué. C'est encore 10 fois plus compliqué à déléguer que la presta, mec. Non, c'est vrai, t'as raison. Ce qui est… après, il faut voir à quel point tu es une équipe de brutes. C'est là où il faut le deuxième truc. Et le truc, c'est qu'il te faut une équipe de brutes qui ne vont pas partir. Parce que c'était le cas de chez Kabyze. En fait, c'était une équipe de brutes trop bien formée par Julien. Mais qui sont tous partis parce qu'en fait, ils allaient chercher plus ailleurs. Quoi, tu vois, il y avait plus d'argent à faire ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, il faut une équipe de brutes qui soit tous rémunérés à la perf ou des trucs comme ça. Et du coup, est-ce que, tu vois, quand tout le monde doit prendre sa part sur le gâteau, en fait, le gâteau diminue. C'est vrai que c'est intéressant de se dire à la fin. Plus l'équipe elle est grosse, plus c'est compliqué de donner des parts aussi. Ouais, mais moi je Parce que tu as souvent un petit pourcentage de très talentueux. 10 personnes, 15 personnes. Tu fais une toute petite, toute petite équipe. C'est pas si petit que ça, mais 10 personnes. C'est beaucoup, 10 triées sur le carreau, mec. Ouais, très genre juste, les 10 personnes, c'est tous des killers. Bien sûr. Moi, je veux que si j'ai une équipe de 10 personnes qui soit comme ça, chacune des personnes, mec, c'est des… Je sais que c'est un tueur et qu'il fait de l'argent, quoi, tu vois. Après, je crois en l'humain, mais de ce que je peux voir, c'est que par exemple, des fois, tu as quelqu'un de très motivé au bout de 6 mois. Après, par exemple, il va voir, même si t'es le patron, il va voir que tu gagnes très bien ta vie. Et pourquoi lui, il ne pourrait pas gagner plus? Faut que lui aussi gagne très bien sa vie. Pourquoi il a moins de parts qu'un tel, alors qu'un tel, il a autant de parts que moi, mais il bosse 2 fois moins. Donc ça met de la jalousie, de la compétition. Tu vois, c'est trop compliqué, mec. Le social, on sait très bien que c'est pour ça que les grosses boîtes sont dures en management, etc. Mais parce que si tu mets pas des règles, ça suit pas, quoi. Moi je t'avoue que je suis encore ultra… Regarde les startups, mec. Moi je suis optimiste à mort sur l'humain, je t'avoue. Je pense que si tu mets 10 brutes ensemble et que c'est des gens énervés, en fait ça marche, quoi. Et moi j'en suis venu justement à ce modèle-là où chacun a sa boîte et on fait des business ensemble. Mais par contre, tout le monde a cette autonomie, cette maturité, ce rapport au risque aussi, qui fait que ça marche pas, tu manges pas. Mais un salarié, il mangera. Tu sais, au final, quand tu as tes bureaux, imaginons, tu avais tes bureaux à Malte. Tu avais 2-3 gars avec toi, il y avait Edwin qui devait être au bureau aussi, Pierre qui devait être au bureau, etc. À fond. Tu vois, imaginons que moi je viens de travailler au bureau avec vous, qu'il y a Joanie, etc. En fait, et qu'en fait tu fais des collabs H24. Ça, c'est le meilleur. Tu sais, chacun a des outils, chacun a des trucs, chacun se fait manger, etc. En fait, au final, c'est ce modèle-là, tu vois. C'est un modèle genre une agence globale. Ok, il n'y a pas un chef, tu vois, mais chacun se gaffe sur des situations. Même des chefs de projet. Même s'il n'y a pas un chef à un moment, tu sais que tu as Romain qui a genre une équipe de 5, c'est lui qui paye les bureaux, etc. Donc tu vois, c'est pas toi le chef, mais on sait qu'on est un peu sous ton parasol globalement et qu'on est en train de se lancer avec toi, etc. Donc tu vois, il y a un effet global qui est intéressant. Je pense que c'est ce genre d'écosystème dans lequel j'ai envie d'évoluer, c'est ce que j'ai envie d'avoir dans le futur. Tu vois. Je te rejoins à 100%, bosser avec des gens
qui ont ce rapport au risque. Donc ça marche, tant mieux. Ça marche pas, c'est la merde pour tout le monde. Des passionnés, mec. Des passionnés qui sont des brutes qui ont envie d'y aller. Des passionnés qui sont commissionnés, qui ont des pourcentages dans le projet. Donc d'ailleurs, on en viendra, c'est un des sujets. Et qui vraiment sont autonomes, que tu n'as pas besoin forcément de les faire pointer le matin, tu n'as pas besoin de leur demander un rapport le soir. Mais mec, moi, c'est parce que c'est des associés et qui ont surtout de l'expérience et qui ont la dalle. Et je peux te faire un point très rapidos comment je manage, mais en gros, c'est quand je manage mes équipes ou que je fais mes trucs, maintenant ce que je fais, c'est que je leur demande aucun système d'horaire, aucun système de congé. Tout ça t'enlève, tu leur dis juste tu seras payé tant à la fin du mois. Et maintenant tu te débrouilles et tu fais perf le truc, tu vois. Ouais, parce qu'il n'y a aucun engagement sur le long terme. Et voilà. Et en fait, il faut pas qu'il y ait d'engagement sur le long terme. Ouais, faut le CDI, c'est traite pour ça. Et le CDI doit commencer par un CDD de 6 mois, tu vois, ou une connerie comme ça. CDD de 1 mois, renouvelable tous les mois. Non, ouais, et en fait, il faut que tu puisses cut les gens. Et j'ai la chance. Ça, c'est le meilleur modèle. Ouais, en fait, voilà, j'avais la chance d'avoir ce truc-là et c'est du salariat déguisé. On peut pas faire ça en France et ça fait chier d'être un peu en mode ouais, on a ce modèle-là en Thaïlande qui est cool et c'est ok, mais avoir un système tu prends les gens en freelance et tu les payes un fixe et ils travaillent un temps fixe, etc. Et moi je trouve que c'est le modèle adapté qui est cool, qui te permet de cut les gens quand ça marche pas, qui te permet les gens avec qui ça marche de leur laisser des libertés de fous furieux. Et je trouve que c'est avantageux pour tout le monde, quoi. Et les gens peuvent être, ça me pose aucun problème de payer 50% de plus quelqu'un qui n'a pas d'engagement à être renouvelé le mois suivant. Par contre, tu es sûr qu'il va se donner à 100%. Bah, bien sûr. Il gagne plus, mais il n'y a aucune sécurité. Et la sécurité, c'est l'ennemi du travail, c'est l'ennemi de l'entrepreneuriat. Et tu peux mettre tu peux quand même mettre des couches de sécurité avec le temps, tu vois. Genre en mode ton premier mois, il va être comme ça. Après 3 mois, je te dis que je te virerai pas du jour au lendemain, tu vois, je te laisserai 15 jours, 1 mois. Après 6 mois, je te dis en fait je te laisserai 2 mois. Après 1 an, tu dis je te laisserai 3 mois, je te paierai 3 mois d'avance si jamais ça, tu vois, on doit se séparer de toi. Et du coup, ça permet d'avoir genre une sécurité qui se construit avec le temps, en même temps que la confiance, etc. Et en fait, c'est un bon modèle d'entre deux, quoi, tu vois. Nous, Juliane, ça fait 3 ans qu'on bosse avec elle. Elle gère pas mal de trucs dans notre boîte. Demain, je préfère ne pas me payer que ne pas la payer, tu vois, même s'il n'y a pas d'argent. Enfin, tu vois, parce qu'il y a tellement une confiance qui s'est instaurée, etc. Mais ça se fait sur le temps. Et en fait, Juliane, maintenant, tu peux lui filer un CDI, tu t'en fous. Tu sais qu'elle est, tu vois, qu'elle est au top, tu sais que tu n'as pas envie de la virer, etc. Bien je te dis pas, il y a des étapes de la vie qui peuvent changer les choses, mais franchement, honnêtement, il y a un moment où tu as une confiance qui est trop bien et où tu peux partir, tu débrides tout, tu vois. C'est vrai que ça prend du temps. Hein. Mais il faut prendre du temps et il faut que tu puisses te séparer de la personne très rapidement dès le début, au milieu, tu vois, jusqu'à ce que la confiance, elle soit sûre à 100%. Et quand tu es vraiment bien, là, c'est parti, quoi. Ouais. Après, moi, dans mes propos, je suis pessimiste parce que j'ai pas mal reçu d'histoires de dingueries, tu vois, qu'on peut dire. Donc, c'est un petit pourcentage. Mais il faut mieux s'en méfier. Et c'est comme on parlait tout à l'heure du modèle d'agence transposable en édition qui, pour moi, très compliqué. Surtout si tu as une team où tu as 1 ou 2 patrons et que des collaborateurs, qui est différent d'avoir que des patrons ou que des associés, que des partenaires. Mais ouais, le bon modèle, c'est vraiment de bosser avec des gens qui sont incentivés, qui ont leur intérêt au projet. Ouais, mais qui peuvent à tout moment aussi, si les objectifs ne sont pas remplis, sortir du projet. Parce que c'est le problème aussi de trop cadenasser tout ça, c'est que plus tu n'es pas d'associés mais de partenaires, donc il faudrait plutôt des partenaires que des associés. Si tu es trop d'associés et que tu en as un qui fait n'importe quoi, il ne veut pas sortir du board, mec, et après, il chie le projet. Tu as la mentale entrepreneur et c'est cool, tu vois. Et je suis d'accord, moi aussi, je me dis, sur un projet qui marche bien, tout le monde doit manger, etc. La réalité, c'est que nous, on réfléchit comme ça, mais j'ai managé pas mal de gens qui réfléchissent pas comme ça et qui travaillent dans un projet pour autre chose que l'argent. Bien sûr. Et qui veulent… le baby-foot. Le visa. Le visa aussi. Putain, bientôt j'ai mon visa. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Qui veulent que le projet il marche, tu vois, qui sont stimulés dans le truc, qui sont pas friands de risque. En fait, il y a des gens, c'est des surperformeurs, et ils aiment pas le risque. Et ils préfèrent avoir un bon fixe plutôt que… Tu vois, en fait, j'ai vu des gens, mec, si tu leur proposais… Ok, soit je te file un fixe, on va dire, tu gagnes 2500 € par mois. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme modèle? Soit 2005, soit 1000 plus 15%. On va faire mieux que ça parce que 1000 c'est un peu trop light, tu vois. Mais genre 2005 et potentiellement tes bonus, tu peux taper, on va dire, 5000 de bonus sur un mois si tu surperfes, tu vois. Okay. Donc en fait, ça te fait un global à 7005 qui est un très très bon salaire, tu vois. Soit tu as ça, soit tu as genre 3002. Okay. Et genre, on va dire, potentiellement, tu as 500 de bonus. Okay. Et j'ai vu beaucoup de gens qui prenaient le 3002 avec 500 de bonus, malgré le fait
que s'ils avaient pris l'autre, ils auraient surperformé, ils auraient tapé leur 7-5, tu vois. Mais parce qu'ils sont pas sûrs de les taper tous les mois, et bah c'est un peu en mode, nan, tu vois, je suis pas sûr, ouais, après ça se trouve, je fais une mauvaise année, je les tape pas de l'année, etc. Et je leur dis, ouais, c'est vrai, tu vois, ok, bah pas de problème, prends ton 3002 plus 500 de bonus, c'est cool, tu vois. Mais si tu prends le 2005 plus 4 ou 5 de bonus, tu vois, bah en fait, ok, peut-être tu vas faire une année qui va pas marcher, peut-être tu vas faire une année qui va carburer. Si tu fais une année qui carbure et que tu prends tous les mois 5-4 bonus, bah mec, à la fin de l'année, la différence, elle est énorme, tu vois. Donc en gros, il y a des gens qui sont pas friands de risque et pourtant c'est des surperformeurs. Et ça, c'est le profil idéal. Hein. Mec, bah bien sûr que c'est le profil idéal parce que toi, tu prends le risque pour eux. Donne-moi le numéro. Bah j'en ai long comme le bras des numéros comme ça, mon gars. Et en fait, chez GTM, globalement, l'équipe, elle est très belle équipe. Elle est comme ça. En fait. D'ailleurs, on est dans l'appart. On est dans l'appart de chez GTM. Merci, alors. Merci les gars. Et en fait, globalement, c'est une équipe de surperformeurs qui sont pas friands de risque. Tu vois. Il y en a quelques-uns qui aiment bien un peu le risque, mais globalement, c'est des gens qui veulent être en entreprise, qui veulent avoir une équipe avec eux, H24, être entouré de beaucoup de gens, des gens qui sont fiables, d'être sûr que ça continue de tourner, d'être sûr qu'il y a l'argent qui tombe à la fin du mois, etc. Et qui ne sont pas des gros friands de risque. Et du coup, tu te retrouves avec une équipe de brutes où tu prends les risques pour eux, mais quand tu prends les risques avec des sommes qui sont OK, mais qui ne sont pas énormes, sur des gens qui travaillent super bien, mec, il y a zéro risque en fait. C'est juste, tu es en train de créer de l'uplift infini, enfin, tu vois, c'est trop bien quoi. Et ça, c'est vraiment le top du top. Et détecter les gens qui veulent pas prendre de risques, mais qui ont des super bonnes compétences. Quand tu sais faire ça, mec, c'est trop bien. C'est trop bien parce que même il y a un certain engagement sur le long terme. Qui dit sécurité, il dit rester longtemps. Et le problème des gens qui sont trop opportunistes et qui viennent bosser pour toi, bah, tu sais qu'à tout moment, une meilleure proposition, 1000 balles ou départ d'un projet. Donc ça, c'est pas les collaborateurs parfaits pour du long terme en tout cas. Et les entrepreneurs, ils sont souvent un peu en mode ouais, je prends des risques, tu vois. Et ensuite, ils vont faire une proposition à quelqu'un en lui disant bah écoute, ce que je te propose, un petit fixe 1000 € et après, tu vois, gros truc, genre tu peux gagner jusqu'à 5000 en bonus. Si t'es vraiment preneur de risque, fais-lui 2500 direct et fais-lui pas de bonus, mec. Et là, tu sais que tu pars à perte, tu vois. Ah ouais, tu prends des risques. Hein. Là, tu pars à perte, c'est pas la même chose, tu vois. Et là, tu prends vraiment des risques, tu vois. Donc, on va arrêter de faire le beau et tout. C'est vrai. Vu comme ça, on peut le voir des deux côtés. Et en fait, mais par contre, quand toi, tu vas exploser tes chiffres, lui, il connaîtra pas tes chiffres. Il gagnera ses 2500 €. Il est très content. Il prend ses 2500 € depuis quelques temps. Et là, tu as vraiment pris des risques pour le coup. Et toi, quand tu fais de l'appli, bah là, tu fais vraiment du gain. Potentiellement, à ce moment-là, tu peux lui mettre un petit bonus, c'est OK. Moins gros que ce que tu leur as mis de base, etc. Parce que tu as pris des risques. Et c'est le bon entre-tout, je pense, tu vois. Ouais, de toute façon, ça c'est hyper intéressant. Dites-nous dans les commentaires si vous souhaitez qu'on fasse une partie 2. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. J'essaie justement. Je me bride un peu pour garder. Si on en reparle plus tard. Voilà, exactement. Bah, moi, management en entreprise, mec, c'est un truc que j'ai trop kiffé faire. Et... Alors qu'il est, je manage une équipe de stagiaires juste parce que j'adore le management. Tu vois. Mais c'est hyper intéressant. Et en vrai, management et recrutement. Et moi, je suis persuadé, je terminerai sur ça, mais je suis persuadé qu'un mauvais recrutement, c'est principalement, voire essentiellement la faute du recruteur. Ouais. C'est sûr, parce que moi je vois certains mauvais recrutements que je l'ai fait, je les ai pas fait pour les bonnes motivations. Ouais. Tu vois. Là, tu as envie de remplir ta place le plus vite possible, tu te dis ouais, les compétences ça va passer. Par urgence, par ego. Ouais. Mais 2-3, c'est très rare, tu vois, ça représente très peu de pourcentage avec tous les collaborateurs que j'ai pu travailler ces 10 dernières années, on va dire, ou même 5-6 dernières années, que ce soit du long terme, du freelance, etc. Souvent, ce qui marche pas, c'est que ça a été recruté pour les mauvaises motivations, les mauvais trucs. Bah ouais, souvent c'est le cas. C'est difficile de s'en séparer rapidement. Enfin, il y a plein de choses quoi. Et trouver des bons profils, c'est difficile aussi. Chez GTM, un des trucs qui a été les plus pénibles pour eux quand je suis parti, c'est le fait pour recruter, c'est beaucoup plus compliqué maintenant. Quoi. Ouais. Avant, j'arrivais, je vendais du rêve pendant 5 minutes sur Twitter. Je disais, vas-y, on prend une place, 1000 € par mois. Et en fait, on avait des profils qui arrivaient, des gars qui avaient déjà fait 2 ans d'agence et qui nous disaient, ok, pour travailler pour 1000 € par mois. Parce que en fait, ça vendait du rêve, ils arrivaient en Thaïlande, ils pouvaient faire du remote. Il y avait tellement de trucs qui étaient énormes et du coup, on a recruté des profils de fous furieux comme ça, avec mon audience et mon reach et des conditions de travail de malade. Et en fait, quand tu utilises les deux, bah, c'est all-in quoi. Tu vois, les avantages, c'est pas mal. Hein. Bah, c'est très fort quoi. Avoir un peu d'audience pour recruter, c'est vraiment c'est value quoi. Ouais. C'est ça, faire des vidéos, c'est pas que vendre du coaching ou de la formation. Les gens sont pas conscients que moi, plus ou moins les meilleurs profils que j'ai recrutés ces dernières années, c'était des personnes que j'ai formées dans mes formations. Et après, qui ont souhaité bosser avec moi ou qui ont candidaté quand il y avait certaines offres de recrutement pour gérer la communauté ou différents produits. Demain, tu veux lever des fonds, communauté. Demain, tu veux revendre un projet, communauté. Mais ça a plus de valeur que de vendre 50 formations, ça.
Tu vois. Alors qu'il est, l'autre fois, je songeais à vendre mon site de CBD. Je songe encore à vendre mon site. Si vous avez des offres, n'hésitez pas à slider au DM. Ça vaut pas le coup, c'est pas un gros projet, mais voilà, si je peux en tirer quelques milliers d'euros, ce serait cool. Quelques dizaines de milliers. Je pense même pas, non, il en vaut pas 10 000, mec. Il y a une belle position, si je la top, il vaudra cher, mais pour l'instant. Tu l'as donné hier, la position non. J'ai pas donné, j'ai donné le mot-clé. De toute façon, le mot-clé, c'est le gros mot-clé. Le mot-clé, CBD, voilà, tout le monde est dessus. C'est la bataille pour la terre du milieu. Et je me souviens de Kevin qui me disait, je lui demandais, Kevin de Dot Market, est-ce que ce que je voulais faire, moi idéalement, c'était maxer mon site sur cette position parce que EMD tu connais, je viens, je tabasse la position et ensuite, je fais un mois, j'encaisse 10K sur le mois et je le revends x15. Donc tu vois, je le revends à 150 parce que j'ai topé la position, je suis un EMD, je vais la verrouiller, je ne vais pas déranquer, je te vends la position en gros. Et il m'a dit, tu pourras pas parce que ça bouge trop. Et en fait, tu vois, ça va être compliqué et les gars, et j'ai contacté 2-3 gars qui ont des gros réseaux dans le CBD qui m'ont dit, je te le rachèterai pas. Je te le rachèterai pas à x15, je peux te le racheter à x5, x10, tu vois, à peine. Okay. Mais pas à x15 sur une position comme ça parce que ça vaut pas, tu vois, si tu fais 10 000 par mois, il ne vaudra pas 150 000 parce que tu as cette position. Demain, ta position, elle saute, je me suis fait niquer. Okay. Du coup, je leur ai dit, ok, bah, je comprends, enfin, c'est vrai, tu vois. Mais ils m'ont tous dit la même chose. Oh, tu trouveras bien de tes followers qui te le rachètera. J'étais là, genre, oh, les gars, ça va, les gens ils me suivent, c'est pas des singes, tu vois. Non, bien sûr, faut pas abuser de ça. Avoir la vision de se dire, genre, c'est vrai qu'en fait, potentiellement sur l'audience, il y a quelqu'un qui va être intéressé. C'est intéressant. Et il y a eu ça, et je sais plus qui c'est qui m'a dit quoi d'autre aussi. Sur l'argent, mec, sur le financement, j'ai au moins 2 ou 3 personnes qui m'ont dit, si tu as besoin d'argent pour lancer un projet, on sait que tu surperfes. Si tu as besoin de 50 000 ou 100 000 pour monter une dinguerie, tu nous dis, et en fait, on peut te financer. Ça, c'est incroyable. Hein. Donc ça, c'est ouf de savoir qu'à l'heure qu'il est, j'ai 2-3 numéros de téléphone, si je les appelle, ils vont me débloquer 50 000 ou 100 000 euros pour prendre 50% d'un projet que je monterais en auto, tu vois. Bien sûr. Et ça, c'est ouf. Et en emploi aussi, au moment où j'ai changé de situation, j'ai genre 3 ou 4 personnes qui m'ont dit, si tu veux venir travailler chez nous, la porte elle est ouverte, avec des salaires qui étaient plutôt pas dégueux. Fallait que je rentre en France. C'était des salaires qui étaient pas dégueux, mais c'était pas non plus genre les 10K par mois. T'as quoi contre la France? T'aimes pas? Non, j'adore la France. J'adore la France. Je te mets dans la sauce. Je rentre en France bientôt. Je pars samedi en France. Vrai. Je pars samedi en France. Je vais faire double speak, ça va être trop bien. Enfin, j'adore la France, mais il fait trop froid en France. Alors, est-ce que tu as vu Est-ce que tu as entendu parler du livre 10x is easier than 2x? Non, mec. Faire 10 fois, c'est plus facile que faire 2 fois. Ah ouais. Pour la traduction, je fais du Duolingo maintenant. En gros, truc de fou. J'ai pas lu le livre, mais j'ai écouté un résumé audio sur YouTube. Okay. Tu tapes VF résumé 10x is easier than 2x. Ouais. Et en gros, il t'explique que, effectivement, dans ta vision, tu vois, l'Earning Club, on fait, les meilleurs mois, on fait 10K de CA. Si, là, on va faire un gros focus pendant les 6 à 12 prochains mois dessus, enfin une partie de l'équipe. On va s'entourer, etc. Nos décisions pour passer de 10 à 20K, ce n'est pas les mêmes que pour passer de 10 à 100K. Ouais. Et c'est ce que j'ai dit à mon partenaire Julien. Je lui ai dit, il faut qu'on se pose les bonnes questions et qu'on prenne les bonnes décisions. Ouais. Parce que là, si on fait la décision de faire 10 à 20K, bah ouais, on les fait si tu veux. On fait 2-3 coachings high ticket, on les remplit une fois par mois. Ouais. Ça nous rajoute déjà 4-5K de CA. Et 2-3 trucs pour picorer et aller jusqu'au 20K. Ouais. Mais là, l'idée, c'est plutôt d'aller chercher les 10K à 100K. Ouais. Et ce n'est pas les mêmes décisions. Et ça, c'est hyper pertinent et j'essaye vraiment de réfléchir comme ça sur les projets qui me viennent de plus en plus matures. J'ai écouté un podcast US ce week-end et les gars, ils disaient… ils parlaient d'un concept, c'était la richesse avec laquelle tu as l'habitude, avec laquelle tu es confortable. Tu vois, les montants avec lesquels tu es confortable. Et en fait, les montants avec lesquels tu es confortable, c'est plus ou moins x2 la situation dans laquelle tu es à l'heure qu'il est. Tu vois. Ouais. Le truc, c'est que x2, la situation dans laquelle tu es à l'heure qu'il est, c'est ce avec quoi tu es confortable, c'est ce que tu peux concevoir dans ta tête, mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas le max qui est touchable. Tu vois. Et donc, il y avait ce concept de genre, tu sais, quand tu es étudiant et que tu gagnes 1 000 euros par mois, tu te dis ok quand je gagnerai 2 000, mais tu penses pas quand tu gagneras 5 000. Tu te dis pas que c'est possible, mec. Tu te dis juste genre 1000, c'est genre 5 000, mec, c'est le bout du monde, genre c'est une dinguerie quoi. Tu vois, c'est pas. Enfin, alors qu'il y a des gens qui nous regardent, qui doivent gagner 1 000 euros par mois, ils doivent se dire putain, mais 5 000 c'est énorme. Comment est-ce que je pourrais dépenser 5 000? C'est gigantesque, tu vois. Bien et sûr. C'est vrai, en vrai, quand tu arrives à 5 000, putain, c'est ouf. Et quand tu arrives à 5 000, en gros, c'est plus ou moins là, je dois être à 5-6 000, tu vois. Et je réfléchis et je me dis ouais, faire 10-12 000. Je vois comment les faire, tu vois. Tu les feras hyper rapidement, mec. C'est facile à accélérer, etc. Mais en fait, 12 000, mec, c'est beaucoup, mais c'est pas la limite, tu vois. Non. Il y a beaucoup plus loin à aller chercher. Et en fait,
réfléchir à 50 000, ça casse ton cerveau, tu vois. Moi là, imaginons je suis en mode 5 000, je dois réfléchir à 50 000, ça casse mon cerveau. Mais en fait, réfléchir à x10 ou au moins x5, allez, tu vois, 25. 25, mec, je peux pas réfléchir à comment faire 25. Je ne sais pas, tu vois, alors qu'il est. Et les gars, dans le podcast que j'écoutais, ils disaient, en fait, ça va casser ton cerveau. Mais pose-toi la question, tu passes 4 jours, 5 jours, tu te poses la question comment je fais x10, comment je fais x10, comment je fais x10. Et en fait, il y a un moment où tu vas rentrer dans une matrix et tu vas être là genre, ok, les actions pour faire x10, en fait, c'est celle-ci, tu vois. C'est ça. Et tu vois que c'est pas les mêmes que pour faire x2, comme tu disais. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça fait chier, ça fait mal au cœur, mais il va falloir dire non aux actions pour faire x2. Clairement. Et il va falloir faire uniquement les actions pour faire x10. Toutes les opportunités qu'on reçoit tous les jours pour faire de la petite monnaie, c'est ce que… Alors, je dis de la petite monnaie, je la prends volontiers. Mais c'est de la petite monnaie par rapport à des projets qu'on peut construire sur des mois, des années, qui est de la grosse monnaie, tu vois. Ok, il y a des coachings, j'ai refusé ou repoussé à 2K la journée. Ça veut dire 2K, putain, c'est bien, je fais 3 jours, je fais 6K, c'est cool, tu vois. Mais j'ai repoussé. Parce que déjà, ça me sort du process. Je préfère peut-être faire une vidéo par jour, même si c'est gratuit sur YouTube, je construis plus à long terme. Et ça te prend pas qu'une journée, mine de rien, un coaching. Tu vois, tu as de la prépa avant, l'énergie, et tu switches. Et en fait, là où tu as passé 3 jours à faire ton coaching et que tu as pris 6 000, en fait, tu as cramé une semaine complète. Tu as cramé une semaine. Hier, 7 heures de coaching, là, je suis cramé, tu vois. Et tu as tout dit, tu sors des process, beaucoup d'énergie. Et tu builds pas pour le futur. C'est de l'argent rapide. Et des fois, il vaut mieux pas prendre l'argent rapide et pas prendre d'argent du tout si tu peux te le permettre pour avoir les bonnes décisions à long terme. Et donc ça rejoint ce que tu disais. 100% d'accord. Et tu vois, juste pour dire par rapport à l'Earning Club, et je te demanderai après toi, quels sont potentiellement tes axes d'évolution par la suite. Mais nous, 10K, comme je disais, passer 10 à 20K, c'est facile en théorie. On met déjà plus de temps humain dessus, on fera plus d'argent. C'est ça. On monte les followers, on fait peut-être 1 jour, 2 jours de plus d'OP commercial. On prend 3 gros formateurs, on fait une sorte de mastermind privé en ligne. Voilà, on monte le CA. Mais pour faire 100K, c'est pas la même mécanique. C'est pas la même mécanique. Là, t'as vu, tu vois, si tu veux aller chercher 20 formateurs, ça veut dire que si tu as plus de produits que ton audience peut supporter en termes de dépenses, ça suivra pas. Tu vois bien que le schéma, il peut pas scale. Tu sais, le schéma qui fait 10K, 20K, il scale pas jusqu'à 100. Et tu te dis, changement de schéma. C'est pas possible, je peux pas garder le même modèle, tu vois. Et là, tu vois, nous, que les 10K, c'est que mon audience, les réseaux, YouTube. Donc déjà, YouTube, ça marche super bien. C'est totalement délégué à Juliane et elle va même le déléguer peut-être à une autre personne. Totalement presque automatisé. Et des saisons comme le SEO Talk qui a fait plus de 3000 vues en 2 semaines, on peut le répéter toutes les 2 semaines. Donc ça, c'est un modèle duplicable, réplicable et qui rapporte de l'argent à court et long terme. Ça fait x2, ça fait pas x100. Ouais, ça fait x2. Mais maintenant, le gros truc, après, ça dépend. Ça dépend parce que là, on est sur du SEO. Demain, on va aller sur du ChatGPT, du Midjourney. Tu vois, des trucs qui font 5 fois plus de vues. Là, tu commences à voir des portes et tu te dis, attends, le x10, il commence à arriver. Tu rajoutes à ça de l'ADS, à mon avis. Tu vois, parce que là, tu es en organique, potentiellement tu fais de l'ADS. Là, je pense que tu commences à te rapprocher des x10. Formation de ChatGPT, tous les trucs ultra clickbait, plus de l'ADS, là, tu commences à réfléchir. En fait, faire 100K en formation SEO, low ticket, moi je peux les faire en high ticket, mais en low ticket, c'est compliqué. Sur un mois, t'imagines, trop compliqué. Par contre, SEO, plus ChatGPT, plus formation Canva, plus tous les trucs, mass market au final où tu as des millions de gens, c'est faisable. Donc YouTube, on va le scaler à mort parce qu'en termes de ressources, tout est géré. Moi, j'ai rien à faire, ni mon partenaire, c'est Juliane, elle gère ça à la perfection. Et le SEO, on fait 10K par mois, entre 8 et 10, et on a 0 SEO. Donc, au lieu de faire nous-mêmes le SEO, à vouloir faire des briefs, etc., on a essayé de recruter le meilleur rédacteur parmi 25 candidatures. Et il commence le 1er juin, tu vois, demain. Donc, et que tu connais bien. T'as un force là, franchement, ça fait. Et que tu connais demain. Et on fait un test, etc. Effectivement, recruter lentement, se séparer rapidement. Dans l'idée où ça marche pas. Mais vu l'expérience, vu les témoignages, je t'en ai parlé, etc., il est solide. Et l'idée, pour faire 100K, c'est aussi de se faire accompagner. Donc moi, j'ai pu 50% par exemple, j'ai 43 ou 40 ou n'importe. Je donne des pourcentages pour que le projet il avance. Et je préfère faire 100K et finir avec 30 ou 25%, je m'en fous en fait, c'est le projet, l'argent s'en fout, tu vois. En fait, mec, même par ego, frère, je veux que le projet se revende des millions. C'est ça, si ton projet il a fait x10 et que tu as perdu que 10% de tes parts, mec, la mécanique de pensée elle est bonne, hein, t'inquiète, t'es encore bien quoi. Grave. Mais moi j'aimerais bien aussi, j'avoue, prendre des coachings avec des gars qui font 10 fois, qui font x10 pour comprendre genre c'est quoi les clés, tu vois, qui t'ouvrent des portes, etc. quoi. C'est intéressant, Ça, c'est le genre de coaching qui n'a pas de valeur, tu vois. Demain, les gens ils vendent 30 minutes ou 1 heure, 1000 euros, ils vont dire mais c'est délirant. Mais mec, une clé, une phrase. Exactement. Ça change tout. Ça change tout. Et j'ai une anecdote sur un coaching comme ça d'un pote de pote à qui c'est arrivé.
Il prend un coaching, il a eu un produit gagnant à mort, tu vois. Un produit qui avait tout éclaté, genre un dongle USB, il faisait du FBA Amazon, tu vois. Un dongle USB, je sais plus ce qu'il faisait exactement, mais bon voilà, c'était le produit qui avait fait genre peut-être 10 ou 15 fois le produit numéro 2, donc vraiment le produit qui éclate tout. Et il avait fait plein d'autres produits, etc. Et il disait à chaque fois, ouais, bah vas-y, tu vois, les autres produits, ils prennent, mais ils prennent pas aussi fort que celui-là. Il dit au gars, il lui explique la situation, etc. Et le gars, il lui dit, coaching, 30 minutes, 600 €, tu vois, une connerie comme ça. Il lui dit, t'as pensé à refaire le même? Incroyable. Et le gars, il lui dit, non, mais vas-y, tu vois, il dit, fais une V2, rechange le design, change un peu le soft et puis fais une V2. Et il lui dit, ouais, vas-y, on va essayer. Il fait une V2, gros, il fait le deuxième produit, il fait 50, enfin peut-être 70% du produit 1. Donc en fait, tu refais un produit ultra gagnant avec très peu d'efforts. Ouais. Et il était là en mode genre, ça a fait chier de payer 600 € pour un conseil que ta mère elle aurait pu te dire, mais écoute, au final, à la fin, il a gagné de l'argent, quoi. C'est ouf, hein. Une phrase peut tout changer. Ouais. Mais pour ça, c'est sûr qu'il faut travailler, faut être dans l'action, faut tester le marché. Si tu es trop dans la passivité et que tu fais rien, n'importe quelle phrase que nous on va dire ou Sama ou ton podcast, ça va rien changer, quoi. Mais quand tu es dans l'action, mec, une phrase, un mentoring peut tout changer. En ce moment, c'est je suis en train d'être matrixé par YouTube en ce moment. Et j'écoute je bouffe des vidéos tous les jours, comment progresser sur YouTube, etc. Et à chaque fois, j'ai des phrases, des trucs qui stickent. Et en plus, ce qui est trop bien avec YouTube, c'est que les gens qui t'apprennent à t'améliorer sur YouTube, c'est des YouTubeurs et ils sont trop forts, tu vois. Et en fait, ils parlent trop bien, mec, c'est trop intéressant à écouter, tu vois. J'aimerais bien être aussi intéressant que ces gars-là. MrBeast, mec, quand il donne des conseils, il est trop incisif, c'est parfait, tu vois. Number one. Et number two. C'est trop fort. Et du coup, j'écoutais ce qu'il disait et genre, il y a un moment, il dit, il y a des trucs qu'il dit et ça me tape dans la tête et je suis là, genre, à chaque fois que je pense à une vidéo, que je regarde une vidéo, que je vois de la vidéo, j'ai les mêmes trucs qui résonnent en tête, etc. etc. Et en fait, je sens que je suis en train de m'améliorer. Et ça, c'est un putain de bon sentiment, mec. Ouais. Je suis trop bien. Je vois des nouvelles choses chaque jour. Je regarde la même vidéo 10 fois. Je vois des nouvelles choses à chaque fois. Et je me dis, waouh, mec, je suis en train de. Tu vois. Et ouais. En plus, c'est récent. Donc la marge de progression, elle est énorme. Très rapidement, tu peux atteindre un gros seuil, quoi. Ouais. C'est les meilleurs moments. C'est trop bien, quoi. Ouais. En plus, YouTube, ça se professionnalise, hein. Ouais. Même dans le monde du SEO, le microcosme qu'on est, même dans nos vidéos un petit peu, on est peut-être, je sais pas, une cinquantaine de petits ou gros acteurs SEO sur YouTube francophones, ça se professionnalise. Donc c'est bien, ça attire tout le monde vers le haut. Hein. Ça attire tout le monde vers le haut, clairement, c'est important. Et ça veut dire que tu peux plus arriver et faire le guignol, quoi. Enfin, en théorie, même si là on fait les guignols, mais je veux dire que tu peux plus arriver avec une webcam 320p. Tu vois, ou 360p. En fait, c'est toujours une question de où va le courant, est-ce que tu es à contre-courant, est-ce que tu as quelque chose qui est vraiment intéressant, est-ce que tu as une audience qui peut, tu vois, qui suit ce que tu fais ou pas, etc. Et hier, je parlais avec un pote, par exemple, qui me disait s'il y a trop de moyens sur la forme, moi, ça me fait chier. Ouais. Parce que je pense que quelqu'un qui met trop sur la forme, c'est quelqu'un qui sous-pèse le fond, tu vois. De ouf. Et je pense qu'avant, c'était vrai. Je pense que maintenant, il faut être bon sur les deux. Et qu'il faut de la forme et du fond. Et du coup… quand tu dis tu peux pas avec une 320p, tu peux si tu es ultra technique et que tu arrives sur un truc où tu es le seul, etc. Si tu arrives et que tu fais comment faire des titles avec ton micro iPhone et ta caméra 320p, ça va pas le faire, quoi. Ouais. Compenser le fond par la forme. Compenser l'absence de forme au début par le fond. Ouais. Moi, c'est toujours ce que j'essaie de faire et je pense toi aussi. Ouais. En mode la forme progressive, mais on envoie du power dès le début sur le fond, quoi. Je pense que tous les deux, on a un côté où… toi, c'est encore pire que moi. Toi, tu veux vraiment… tout ce que tu fais, mec, tu as envie que ça soit des trucs d'experts. Ouais, ça se voit, ça pue l'expertise à chaque fois que tu fais des trucs. Mais du coup, j'arrive pas. Ouais. Non, parce que je veux pas te décevoir. Et c'est con parce que c'est pas la bonne méthode. Et je me permets, désolé de te couper, je veux pas te décevoir des gens qui me suivent depuis 5 ans. Ouais. Mais c'est con parce qu'ils seront pas déçus en fait. Sinon, ils regardent pas la vidéo. Ils se diront juste, il a fait un truc, tu vois, il a envie d'élargir un peu l'audience. Et à l'heure qu'il est, c'est un truc que je me disais en regardant les audiences, etc. Et je me disais, putain, tu devrais faire des trucs un peu plus top of the funnel des fois, histoire de graber de nouvelles personnes, d'intégrer. Parce qu'en fait, là, tu as une audience de fou furieux, les gens ils te suivent, ils kiffent ce que tu fais, c'est du putain de contenu d'expert, mais tu n'attrapes pas assez des nouvelles personnes régulièrement. Tu vois. Ouais. Tu devrais avoir une audience qui est x10 celle-là. T'es capé et tu verras dans un an, on aura exactement la même audience. Ouais, donc si toi, tu arrives à sortir avant moi de ça, comme tu dis, les conseils que tu me donnes, je pense que c'est très… Si je te mange sur YouTube, frérot. Oh là là. Comme tu dis, à faire du lifestyle, tout à l'heure, on disait potentiellement des vlogs, des conneries. Tu vois, là, déjà, on fait du podcast, mais ça reste… ça reste des contenus d'experts, mais c'est parce que c'est ce qu'on aime faire aussi. Tu vois, c'est ce qu'on aime faire. Voilà, quoi. Et
Mais je suis d'accord, faire du lifestyle c'est intéressant et le mélange, je trouve, lifestyle technique, il est parfait. Et on en parlait de temps en temps et tu disais souvent, c'est vrai qu'Asynchrone par exemple, il a fait beaucoup de lifestyle. Parce que je pense qu'il incarne ce truc-là. Ouais. Moi, j'ai du mal à faire du lifestyle. Avec sa tête de beau gosse, on dirait. À chaque fois, j'adore, on dirait un avocat américain, mec. Beau gosse, genre il est là et tout. Non, Asynchrone, très bon gars. Trop fort, quoi. Et donc, en fait, lui, il a fait. Mais il incarne ce truc-là. Il était trop fort sur le lifestyle, ouais. Il est posé, il parle bien, etc. Et il faut pas qu'il joue un rôle, parce que c'est lui, en fait. Ouais, c'est ça, quoi. Mais en fait, si tu arrives à trouver ton équilibre entre du lifestyle et de la technique, c'est je trouve, le meilleur que tu puisses avoir, quoi, tu vois. C'est un espèce d'entre-deux où tu es un expert et ça se voit, et tes contenus, ils puent l'expertise. Et ça fait plaisir parce que les techniciens, ils ont besoin de ça. Ouais. Et les SEO, c'est que des techniciens, honnêtement. Et de l'autre côté, il faut que tu attires du monde. Donc, en fait, pour attirer du monde, il va falloir un peu de lifestyle et de grand public et d'ouvert, quoi. Ouais, c'est vrai. Je pense que toi, à l'heure qu'il est, ton curseur, il est trop dans la technique. Ouais. Trouve un peu de curseur lifestyle et tu vas faire exploser l'audience, plus les technifier. Oh, c'est énorme, quoi, tu vois. Ouais, il faut trouver le juste milieu, comme tu dis. Ouais. Pas nécessairement des Lambo, des Rolex, non, ouais. mais le juste milieu. Ouais. Ouais. Et je pense que par exemple, j'en en reparlais tout à l'heure de Arthur et de sa chaîne sur YouTube, où lui il fait des gros scores parce qu'il va taper des sujets qui sont plus avancés, etc. Ouais. Son audience, elle est potentiellement moins qualifiée que la tienne parce que toi, tu as une audience qui est récurrente et qui est ultra solide, et qui est de très grande confiance, quoi. Là où lui, il a une audience qui est sûrement plus variable. Et potentiellement, en fait, un entre-deux, c'est pas mal. Et lui, il est sur un bon entre-deux déjà, en vrai, honnêtement, parce qu'il a une audience de technicien quand même. Quand il fait des explications, tu vois qu'il est technique, tu vois qu'il sait de quoi il parle. Le fait qu'il aille taper beaucoup de sujets différents, ça fait que son audience, elle peine à rester un petit peu plus. Je pense que là où toi, tu as une audience qui est vraiment trop fiable, tu vois, très très sûre, très très solide. Et un entre-deux, c'est bien, quoi, mais ultra difficile à… Compliqué, hein. C'est toujours le dilemme. Hein. Le dilemme, on peut se poser la même question. Comment faire 20 000 abonnés ou 100 000 abonnés? Ouais. Est-ce que le but, c'est de faire 100 000 abonnés? Ouais. Parce qu'avec 100 000 abonnés, potentiellement, la richesse, pas l'argent, mais la vraie richesse que je construis, elle peut être supérieure avec 20 000 abonnés qu'avec 100 000. Ouais. Parce que la richesse, c'est ça, c'est pas l'argent, c'est pas le financier, c'est des choses que tu as et que d'autres personnes n'ont pas, et qui peuvent pas forcément s'acheter. Moi, ma chaîne YouTube, c'est ce qu'il disait dans Sans Permission. Moi, ma chaîne YouTube, c'est compliqué à estimer. C'est plus que ça, c'est un branding, etc. Mais ce que tu crées sur des années, ça vaut bien plus que 1 ou 2 millions, tu vois. Ouais. Quand je le vois avec les différentes promotions, les mises en avant, etc. Il a annoncé sa chaîne YouTube à vous 2M, les gars. Bah, ça, c'est bien. Mais en plus, sur le long terme, même avec ce que tu as encaissé, même sur le long terme, ça peut valoir beaucoup plus. Ouais. Mais est-ce qu'après, la course aux abonnés, c'est un défi, je sais pas, tu vois. J'ai fait quelques vidéos de ChatGPT comme Arthur. Ouais. Je me suis arrêté parce que je touchais une audience qui n'était plus la mienne non plus. Ah, les gars, t'es inconfortable. T'es trop timide. T'as pas envie d'aller dans le public. Non, je peux, mais après, le problème, c'est que certaines personnes qui ont essayé sur une même chaîne YouTube, de changer d'un sujet A et transiter vers un sujet B, tu te perds. Ils se sont cassés la gueule des fois. Ah ouais, je suis d'accord. Tu fais des gros scores sur une vidéo, tu penses que ça va se répertorier, c'est pas le cas. Et ça fait mal au cœur et toi aussi, et en fait, tu trouves pas tes sujets, c'est compliqué. Ouais. Mais je suis dans l'optique, c'est Beast qui disait fais 100 vidéos, après on en reparle. Tu vois, quand tu as fait 100 vidéos, après on voit. Et tu sais, 100 vidéos, 2 par semaine, ça fait 1 an. En fait. Fais 1 an de YouTube et après on commencera. Après, on va commencer à réfléchir comment tu fais de l'argent, c'est quoi tes viewers, c'est quoi ton audience. Mais commence par faire 100 vidéos. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu as fait 100 vidéos, mec, tu as déjà appris tellement de choses sur l'algo, tu as déjà tellement construit de la personnalité sur YouTube, etc. que c'est. Et commencer à réfléchir à l'argent et aux followers et à l'audience et à comment vendre, etc. Après 100 vidéos, c'est pas du tout la même chose que le faire au début. Donc au début, il faut juste build et après tu monétises. Complètement, totalement d'accord. Putain, ça fait un avenir radieux qui s'offre à nous. Hein. Non, YouTube, beaucoup de choses à faire. Et en plus de ça, c'est juste hyper épanouissant, mec. Rien que ça, même sans l'aspect financier et branding, le kiff, tu vois. On en parlait dans le premier épisode, le kiff que les gens, si les gens apprécient, on va apprécier. Ouais. Donc c'est trop bien. Et un truc que j'adore avec YouTube, qui me fait un peu mal au cœur avec le SEO, c'est que la vision du SEO de qu'est-ce que ça va donner le SEO dans X années, etc. quoi. Genre en mode est-ce qu'il y a encore de la place à l'édition dans 10 ans, tu vois? Est-ce qu'il y a encore de la place à la fille dans 10 ans? Je pense qu'il y a de l'argent à faire. Après, c'est compliqué de se projeter dans 10 ans. Est-ce que même le monde, il existera, quoi? Tu vois? Ouais. Bah, je pense que c'est difficile de se projeter sur le SEO dans 10 ans. Je pense que le monde, il existera peut-être plus. Mais je pense que YouTube, ce sera encore une plateforme de bâtard. Avec Telegram. Allez, combine Telegram, YouTube, quoi. Après, YouTube, c'est bien, mais c'est traître. Parce que tu as la gratification instantanée. Ah ouais. Ça, putain, c'est trop traître, mec. Donc, tu es moins performant sur le long terme. Ouais.
C'est le gros problème. Bah ouais, parce que tu te perds, t'as envie d'aller chercher les followers. Ouais, t'es là tout pour l'ego, quoi. Ouais, ou par exemple, t'as une bonne vidéo, elle a pété comme ta vidéo d'hier, incroyable. Bah là, si elle avait pas pété, peut-être t'aurais refait une vidéo aujourd'hui, demain, après-demain, etc. Et là, peut-être ce sera pas le cas, parce que tu vas dire, en fait, ma vidéo, elle a bien marché. Je vais espacer mes temps de publication, je vais truc et tout, tu vois, un petit peu. Alors qu'en vérité, c'est pas nécessaire. Et la gratification instantanée peut freiner tes objectifs. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, moi, ça me le fait. Donc. Non, t'as l'impression que t'es le roi du monde parce que t'as fait une vidéo qui a bien pété. Et en fait, au final, mec, t'aurais juste pu être meilleur en continuant de produire à même échelle, de la même manière, etc., etc. Après, moi, je suis un peu. Je pense que comme Paul Vengeon, j'ai un peu le même mécanisme d'être en mode prod, tu vois. Et de se dire, j'ai un calendrier, je le suis et c'est comme ça. Ok, t'as un calendrier? J'ai un calendrier vite dev, quoi. Je me dis 2 vidéos par semaine sur le SEO. Et je vais voir avec si je lance un nouveau format, est-ce que je fais 3 ou est-ce que je reste à 2 3, ça va faire beaucoup à assumer en fait quand même, c'est de l'effort, quoi, tu vois. Ça fait beaucoup de temps pour... mais j'aime bien ça, je sais pas encore, on verra. Mais en gros, j'ai le calendrier, je prod et quand j'ai des bons scores, je suis là, je kiffe. Et si je les ai pas, c'est pas grave, je continue de prod. Je suis un peu une machine. Je pense que c'est bien, il faut avoir le plan d'action. Ouais. C'est le plan d'action, le calendrier. Moi, ce que j'ai pas forcément, quoi. Ah, et toi, tu fais tout feeling? J'ai une vidéo, je la publie. Mais non. Bah les couilles. C'est pour ça que tu vois, des fois, la dernière fois, tu m'as dit, mais attends, tu publies quand pour pas que le podcast il soit en. Je sais pas, gros, quand j'ai une vidéo, je la publie. Ça, c'est ouf en vrai. Et après, c'est parce que j'aime, tu vois. Je me professionnalise, mais pas surtout parce qu'il faut que ça reste du kiff. Ouais. Si j'ai l'obligation de faire 2 vidéos cette semaine et que j'ai pas d'idée, j'ai pas de truc, ça va me mettre pas bien. Ouais, bah moi mec, j'ai une liste d'idées, je crois que j'ai... Ouais, voilà, de toute façon... Je l'ai envoyé l'autre fois pour les... Ouais, j'avais genre peut-être, je sais pas, 70 idées, c'était une dinguerie, quoi. Ouais. J'ai de la marge, en fait, j'ai des vidéos jusqu'à la fin de l'année si nécessaire. Donc là, c'est juste quand est-ce que je la shot, tu vois, et en général, c'est quand je suis chaud, je la shot. S'il y a une actu chaude, boum, j'en profite, etc., quoi. Grave. Bon, en tout cas, YouTube, incroyable. Hein. Ouais, bah pour moi, YouTube, c'est le futur. Je pense que là, alors qu'il est, je vais investir massivement dans YouTube. C'est mon pivot. Ok. Bah ça, on pourra en reparler dans quelques épisodes. Ouais. Quand tu auras vraiment fait la liste des. Je pense que d'ici la prochaine fois où on se revoit et on fait ça. Vas-y, je peux même dire ça. Je peux annoncer. Ça serait ouf d'annoncer ça. Vas-y, j'annonce. Je mets. On va dire 2000, 3000 euros de budget YouTube dans les prochains mois. Ok. Jusqu'au prochain épisode. Le prochain épisode, ça va être dans le temps qu'on se revoit parce que je passe en France et tout. On va retourner dans peut-être un mois. Ouais, de toute façon, le but du podcast, c'est de builder en public. Hein. Ouais. Parce que regarde, moi j'ai dit Learning Club 10K, dans un an on verra, peut-être on sera à 5K. Ouais. Peut-être on sera à 100K et des propositions de rachat et tout, et c'est l'objectif. Et pareil, tu vois, Joanie et Clément, ils ont leur agence d'automatisation. Ouais. J'ai dit les gars, enfin à Joanie, vous devez faire un building public. Ouais. Là en fait, quand tu es au début d'un projet, c'est le meilleur moment. Si tu as déjà X clients, tu as déjà X process, tu as déjà des bureaux, des trucs. Tu fais le tour. C'est trop tard. Ouais. Le building public, c'est de voir quand tu es dans ton garage et que tu passes au bureau et que tu passes avec le comptable, je sais pas où. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, moi, c'est un truc qui me fait bien kiffer. Je me dis, quand je prendrais 50 ou 100K par mois, tu vois, et que je ferais ma vidéo de la compta du mois, tu vois, du mois dernier en public, et que je serais là, genre en mode, bon, ce mois-ci, on a pris 200K. Et que je regarderai la vidéo, là ce mois-ci on a pris 6000 euros, putain c'était un peu random comme moi, je pensais pas qu'on allait faire autant. Putain, tu vois, c'est trop marrant quoi, et je serais là en mode ça serait stylé quoi. Peut-être qu'après dans 2 ans ce sera encore 10K et bon vous le saurez et puis ça sera fiable et puis ça sera comme ça. Non, ce qu'il faut se dire, de toute façon les gens ils sont bienveillants. Ça c'est ce que j'ai remarqué, étant très timide de base, mes premières conférences physiques m'a dit, j'avais vu plusieurs personnes, j'ai pris des feedbacks et on m'a toujours dit, de toute façon les gens ils sont bienveillants. Les haters, il y en aura toujours. C'est des gens, ils sont pas beaucoup. Mais il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, et des fois, ils sont haters, pas envers toi, juste envers une phrase que tu as dit, une idée. Et quelqu'un qui te déteste pour une phrase que tu as dit, c'est pas. Non, mais voilà. J'allais te demander, est-ce que tu bloques des gens sur Twitter, toi, du coup? Moi, je bloque pas, mais je masque. Ok. Tout ce qui est là, beaucoup Palestine-Israël. Ouais. En fait, tout ça, ça m'intéresse. Mais ça me parasite, mec. Ouais, j'aime bien les parasites SEO, mais Twitter, là. Les parasites dans ton cerveau, c'est pas le truc. Non. Je perds trop mon focus, c'est trop intéressant. Ouais, c'est ça, quoi. Je me tâte d'ailleurs à. Mais faut masquer. Utiliser un truc pour même bloquer le feed Twitter. Genre faire un bouton de cliquage pour dire je veux voir mon feed, histoire de ne pas être pollué direct par le feed. Le mieux, c'est de. Je crois que tu as l'onglet pour suivre. Et regarder que les gens que tu follow. Ouais. Ça, c'est le top. Ouais, mais bon, moi, j'ai pas fait comme toi. Toi, t'as 70 personnes dans ce que tu follow, t'es en mode. Même pas 30 ou 40, je crois. Et je voulais faire le mec qui avait 0 abonnés. 1700, ça commence à faire trop, quoi. Ouais. Non, si je masque beaucoup, si. Des fois, une idée me déplaît, quelqu'un de trop aigri, quelqu'un qui fait pas du positif. Allez, frère, je te bloque pas, mais je te masque. Ouais, et puis ça parle trop de foot aussi. Des fois, t'es là en mode, allez, ça va masquer les sujets foot. Moi, ça va, foot, je vois pas. À part des doux.
Ok, putain, entre Deidou, Decoupman et Flavien, mec, ils envoient de ouf en Deidou, j'adore ces gars. Deidou, c'est le frérot. Faut que je le rappelle, on s'était appelé une fois, je me souviens quand j'étais à Malte, c'était marrant quoi. Alors un petit point qu'on n'a pas évoqué, ça peut être l'affiliation et notamment le cookie stuffing. Ouais. C'est quelque chose de très mystérieux, très peu de personnes en parlent, parce que déjà c'est illégal en théorie. Ouais. Est-ce que c'est illégal ou est-ce que c'est juste les régies qui te demandent de ne pas le faire? Alors les deux, mais toi ce dont tu vas parler, je pense pas que c'est du cookie stuffing hardcore. Non, c'est du cookie stuffing qui passe quoi. C'est gentil. Ouais. L'internaute voit qu'il est redirigé. Ouais. Le cookie stuffing, le vrai cookie stuffing, normalement, c'est quand c'est caché. Il le voit. Il voit, ouais. Je te laisse introduire. J'étais sur une niche qui s'adresse à du moins de 18. Ouais. Donc, qu'est-ce que je vois quand j'arrive sur cette niche? J'étais en train de spy la niche, comme d'habitude on connaît, on est là toute la journée en spy. Et là, je vois sur la niche, j'arrive sur un site. Il y a une pop-up qui arrive et qui met ce que vous avez plus de 18 ans. Normal, tu es sur une niche plus de 18. Plutôt cool de faire de la prévention plus de 18 quoi. Donc je clique, boum, et là j'ai un espèce d'onglet qui couvre. Du coup l'onglet s'ouvre, je me retrouve sur le nouvel onglet, c'est la même page, c'est bon, je suis sur le site, tu vois, le moins de 18 a sauté, etc. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Mon onglet s'est ouvert, donc je suis sur le site et je peux naviguer. Et sur l'onglet sur lequel j'étais au début, donc la première instance du site, le truc qui reload, et là, boum, je suis redirigé sur un shop. Sur un fournisseur de produits, tu vois, qui est dans la marque, qui est dans la niche. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Le cookie s'est placé, quoi, tu vois. Le gars, comme il a reload et qu'il a forcé son affi sur le premier onglet, je me retrouve et il a placé son affi et il a placé son cookie. Et donc si je viens et que je reviens sur le shop quelques semaines après et que je commande dessus, en fait le cookie il est placé. Du coup, ça permet de potentiellement, tu as un peu d'interaction utilisateur parce que tu as du clic. Donc ça, je ne sais pas si avec la leak de la Google, on a vu que les clics et la navigation sur le site, c'était intéressant. Si tu as 100% de clics en fait, sur ta bannière au début positive, c'est plutôt cool, je pense. Ça ouvre un nouvel onglet, donc potentiellement tu vois 2 visites, etc. Et ensuite, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'aller poser du cookie, donc ça c'est quand même ultra rare, c'est d'aller poser de l'affi sur plusieurs shops, etc. à droite à gauche. Donc c'est un truc qui est pas mal. C'est un peu tricky parce qu'en fait, t'affiches une pop-up d'entrée. Ça c'est, tu vois, pas terrible d'un point de vue SEO, mais je pense que d'un point de vue affi, le fait de poser un cookie pour chacune de tes visites, c'est pas mal. J'ai des potes qui sont dans d'autres niches qui me disaient que ça convertissait pas de ouf comme méthode, mais je pense que si tu fais 10 ou 15% de conversion en plus et que tu niques pas ta conversion actuelle, c'est worth it quoi. Je pense que c'est l'objectif. Après, tu peux pas le faire avec toutes les affis. Typiquement, Amazon, c'est réputé, tu sais, pour dès que tu fais le bourrin et que tu as un EPC, un EPC inférieur au truc moyen, tu es catalogué comme spam. Sinon, on enverrait tous 50 000 de pop-up ou que du Google News merdique, etc. Donc, je pense avec les affis, effectivement, où tu n'as pas d'affiliate manager, où tu n'as pas de vérification, où tu n'as pas de dashboard, où tu peux faire 100 000 impressions, une vente, ta vente, elle sera payée, ça passe nickel. Je ne sais pas à quel point c'est le cas en général, parce qu'en fait, les affs, même quand tu as un aff manager et qu'on est sur des affs un peu compétitives, on va dire, ils veulent du spam. Tu vois, ils s'en foutent que tu envoies du spam sur leur site. En fait, ce qu'ils veulent, c'est du concret, quoi. Ils veulent du. Je sais pas si la qualité les intéresse. Enfin, tu sais, ils sont très exigeants sur la qualité. Je pense qu'ils veulent de la quantité, ils veulent du chiffre dans tous les cas, non? Ouais, généralement, ils disent rien. À part Amazon, Fnac, les gros marchands, c'est compliqué. Non, mais les gros, bien sûr. Mais les régies. Après, Offervault, par exemple, tu sais, les systèmes où tu as des régies CPA, théoriquement, il ne va pas forcément qu'il y ait trop de volume. Parce qu'eux, ils sont payés. Tu sais, il y a une vérification du trafic. Donc, ils payent des fois certains trucs API. Donc, plus il y a de trafic, s'il n'y a pas de vente, derrière, ils vont te virer. Tu vois. Il y a un moment, ils vont te tège. Mais il faut quand même y aller comme un cochon avant de te faire tège. Carrément. Et non, pour moi, c'est une méthode d'affiliation agressive. Mais cookie stuffing, pour moi, c'est vraiment le fait de cacher, d'injecter les cookies. J'ai essayé ça il y a longtemps et j'avais pas réussi. Toi, je sais que tu m'en as parlé tout à l'heure et tu me disais que tu avais réussi. Limite, tu peux nous expliquer comment tu faisais. Alors moi, j'ai pas réussi, j'ai pas fait. Mais comment la théorie, du coup, peut-être à la rigueur, quoi. Mais je dis que ça fonctionne. Après, en SEO, il y a tellement d'argent facile, on en parlera après, manipulation de métriques, tous ces trucs-là. C'est nickel consommateur. Et le cookie stuffing, c'est nickel consommateur et en plus les partenaires d'affiliation. Est-ce que c'est vraiment nickel consommateur? C'est plus niquer les partenaires en vrai? Parce que tu niques pas le consommateur. Niquer les partenaires. Le consommateur, ça change rien de toute façon. Parce que la commission, elle est prise sur le paiement, donc ça change rien. C'est que les partenaires d'affiliation. Et je te donne un exemple, je vais sur Google Ads ou Bing Ads, je mets meilleur site rencontre ou meilleur site high-tech ou n'importe. Ou peut-être un truc un peu plus bankable, mais meilleur site CBD. Je peux le dire ou pas? Tu peux parler de meilleur site CBD. Je peux le dire?
Oh, c'est ok, hein, moi, site CBD, je suis ok. Hier, je suis open. De toute façon, tu peux pas faire Google Ads sur meilleur site CBD, hein, c'est que du SEO, mais voilà. Meilleur site CBD, je prends 10 top régis CBD avec bien sûr au moins un cookie de 7 jours, idéalement 30 jours, voire des cookies lifetime. Je regarde un petit peu. Il y a des cookies lifetime, ça existe parce que c'est 180 le max, je crois, théoriquement. Je crois que c'est 180 le max. Techniquement pur, je crois. Ouais, mais lifetime en fait, c'est jusqu'à que le mec il perd le cookie. Quoi. Ouais, putain, 180, mec, tu poses des cookies 180, t'es sur Amazon, t'es le roi du pétrole. Ce serait le roi du pétrole. Donc tu trouves, c'est ça, des régies avec des bons cookies. Si t'as un cookie one time ou cookie 24 heures, c'est pas ouf. Et le truc, ce que beaucoup font, ils font un classement, un comparatif des 10 régies, des 10 meilleurs e-commerce CBD. Sauf que le visiteur, il va en cliquer sur un, il va cliquer peut-être sur un autre, etc. Mais le taux de conversion, il est mauvais par défaut. Donc, il faut que tu essayes d'être rentable en Google Ads. Ouais. Sauf que tu ne sais pas, c'est qu'il y en a, ils vont cacher le lien affilié qui va se générer pour chaque site. Donc, moi, je vais sur la page meilleur site CBD, ça va générer une requête vers les 10 sites affiliés. Donc, demain ou dans 72 heures, je vais sur le site numéro 4, je passe ma commande, tu prends ta com. Alors que j'ai même pas cliqué sur le bouton. En gros, ce qui se passe techniquement, c'est quand le gars il arrive sur ta landing page, même s'il clique sur rien, toi tu as simulé le clic vers les 10 shops. Ouais. Et c'est comme s'il avait posé des cookies vers les 10 shops et qu'en fait il avait visité les 10 shops et c'était toi le responsable d'avoir apporté le client dans le 10 shops. Tu leur dis regardez, je vous envoie le client vers les 10 shops. En réalité, il a juste visité ton site. Et tu allais taper des appels directement en embed image ou en iframe pour aller faire des complètement. Comme ça, quoi. Image, iframe, je pense que tu peux le faire avec d'autres. J'ai pas testé à part ces deux-là, pas pour du cookie frame, mais pour générer de la requête. Ouais. Je crois que tu peux le faire avec des calls vidéo, des SRC JavaScript aussi. SRC JavaScript, potentiellement. À chaque fois que tu fais un SRC, en fait, ça passe quoi. C'est pour ça que SRC, ça passe en iframe, ça passe en image théoriquement. Et ça passe en insertion type fichier JS ou des conneries comme ça, quoi. C'est ça pour que les gens comprennent. En gros, l'image d'un site, elle peut être hébergée ailleurs. Ouais. Donc toi, quand tu vas dessus, ça charge l'image, mais ça la récupère sur un autre serveur. Et nous, en fait, on met l'URL affilié et ça va charger une requête, ça va envoyer une requête vers une URL d'affiliation ou sans URL d'affiliation. Ouais. Après, voilà, il faut que, bien sûr, la personne qui visite la page, elle a cliqué sur Google Ads, elle est intéressée par le CBD, elle va peut-être pas payer en cliquant sur un de tes boutons, mais peut-être dans les 7 prochains jours, elle va s'inscrire sur 3 e-com, dont 2 où tu as fait une injection de cookies et tu vas prendre 2 commissions. Ouais, en fait, tu prends tes commissions parce que… Pour moi, c'est de l'abus, tu niques le partenaire, quoi. Après, tu niques le partenaire, oui et non, dans le sens où tu n'as pas de valeur. Tu as payé ton clic. Ouais, mais il n'est pas venu par l'intermédiaire de ton site, en théorie. Est-ce que la question, c'est… Parce que la question, en fait, là où il y a, là où il y a une légitimité potentielle, c'est potentiellement personne connaissait ton site en fait, personne connaissait le e-commerce, et parce que les gars ils sont arrivés et ils ont vu que le troisième site sur ta liste c'était, tu vois, cbd.fr, et ben en fait quand ils arrivent sur cbd.fr ils connaissaient pas le site avant, et c'est toi qui a éveillé la curiosité, tu vois. En fait, et donc il y a un peu le truc si naturellement il l'aurait fait sans toi, bah t'es en train de parasiter le partenaire. Si naturellement il l'aurait pas fait sans toi, t'as créé de la valeur, tu la captes. Tu la captes de manière un peu tricky, mais ok, tu vois. En fait, c'est que vis-à-vis de toi. Parce que globalement, pour démontrer qu'il y a du cookie stuff, tu vois, tu mets une image cassée et tu fais croire que au lieu de mettre le lien de l'image, tu as mis le lien affilié, ça marche, tu vois. Même demain, le partenaire, il vient te voir, il pense que tu te seras trompé de lien. Ah, tu dis, mince, le développeur, le stagiaire, il a fait des conneries. C'est ça, donc en théorie, tu as très peu de chances de te faire serrer. Mais je veux dire, vis-à-vis de toi-même, moi, je me dis, est-ce que je le fais ou pas? Illégal, bon déjà c'est illégal, je le fais pas. Mais si c'était légal, je pense pas que je le ferais. Parce que je trouve que je crée aucune valeur en fait. Ouais. C'est une planche à billets, hein. Quand c'est bien fait, c'est une planche à billets. Moi mec, j'ai essayé de faire ça pour l'amour de la R&D. Mais j'ai pas réussi au final. Tu vois, j'avais les tests, c'est difficile à tester parce qu'en fait pour tester proprement, tu dois mettre tes cookies et ensuite faire un achat. Faire un achat depuis un navigateur qui avait 0 cookie avant sur rien, etc. Donc tu vois, c'est quand même techniquement… C'est du cookie one time, ouais. C'est du cookie et c'est chiant à faire en fait. Techniquement, c'est difficile à tester, tu vois. Et ensuite, tu dois attendre le lendemain, voir si ta conversion elle est passée, voir si elle était validée, etc., etc. Tu vois le nombre de clics que tu as reçus. Bref, il y a plein de trucs qui sont un peu pénibles à générer là-dedans. Et du coup, voilà, à l'époque où je faisais ça, c'était compliqué, ça marchait qu'à moitié. Ouais, je pense que ça dépend, je te coupe, mais ça dépend beaucoup des systèmes d'affiliation. Ouais, je sais pas si tu as testé avec du WooCommerce ou autre, mais typiquement, nous, on met un cookie 30 jours sur WooCommerce, Learning Club, en théorie, tu pourrais faire de l'injection de cookies, tu vois. Oh. Ah les gars, il y a les avocats, attention. C'est un billet facile, hein. C'est un billet facile si vous faites choper. Mais tu vois, les trucs WooCommerce, en plus, mec, moi je vais le voir et c'est même pas sûr, mais la majorité des gens qui mettent WP Affiliate, etc., ils savent même pas, ils vont juste voir les ventes
mais ils vont pas voir si tu as 10 impressions, 3000 impressions. Le cache que tu as fait, etc. Sachant que dans les impressions, tu as aussi le traffic bot. Donc tu peux dire c'est du traffic bot. Donc en vrai, tu peux le faire. C'est juste, est-ce que ça match avec ce que tu veux faire? Il y a l'argent facile, certes. Mais pour moi, l'argent facile que tu n'as pas mérité, c'est vite dépensé. Tu vois. Non, mais je suis d'accord que de la merde avec. C'est pas quelque chose de beau, etc. Après, là, tu parlais de mettre des cookies vers 1 ou 2 sites, etc. 10 sites, 20 sites. Tous les sites de la théma, tu es gentil, mais qu'en fait, tu peux en mettre sur 200 sites d'un coup. Ah, mais grave. Et là, ça bombarde. C'est vrai qu'on disait 10 au début. C'est vrai. Après, voilà, il faut que les sites aient du renom, il faut que ça clique aussi. Enfin, tu parasites des marques, etc. C'est une autre histoire. Mais ça peut être un modèle qui se scale sur des échelles intéressantes. Tu vois. Et c'est clair. Imaginons que tu veuilles voir ça en mode très très grande échelle et très gros concept. Imaginons que tu fais du disco et que tu fais des scores, tu vois, du 20 millions de visites et des conneries comme ça. Et que tu fous du cookie stuffing vers genre, t'as 10 niches différentes et tu stuffes tout sur ton truc. En fait, tu pars en mode concept trafic froid et tu essaies de convertir un max de traf sur des régies, toutes les régies que tu peux taper en fait. Et tu te dis, si je convertis que 0,1% ou 0,01% parce que j'ai stuff sur genre 50 shops de CBD, 50 trucs de dating un peu crado, etc. Et que tu convertis juste du disco en mode affi cookie stuff, je pense que ça pourrait être. Bien sûr. Ça pourrait être un truc marrant. Ça peut marcher même avec de la pop-up, tu vois. Mais parce que c'est de la masse et au final. Mais bon. Mais c'est plus le même métier, c'est du media buy / du grande échelle et de la monétisation super agressive. Moi honnêtement je ne m'y connais pas assez pour pouvoir d'élaborer, mais c'est un truc qui est intéressant pour évoquer, on va dire. Franchement ça marche grave, hein. J'avais noté ads, mais tu peux le faire aussi en parasite, tu vois. Bon, vaut mieux acheter de l'ads en vrai quand tu fais ces genres de magouilles, c'est hyper rentable en théorie quand tu as la bonne niche. Mais même en parasite, tu vois sur LinkedIn, je crois pas que tu puisses injecter, tu vois, à la place d'une image, tu peux pas injecter de lien affilié. Je pense que c'est pas possible parce que l'éditeur de LinkedIn doit être. Il est compliqué, tu vois. Ils créent eux-mêmes des iframes, ils créent eux-mêmes des sections, etc. Mais sur Gamma, qui était un des gros parasites SEO, j'avais testé. Je sais, tu ponçais Gamma, tu étais là. Gamma, les gars. J'ai poncé. Il y a plein de mecs de la commu qui l'ont poncé. Bon, voilà, je leur ai dit, il y a 2-3 mois et au final, il a sauté. Et comment dire, et tu peux injecter, j'ai testé, ça marche. Tu peux faire du cookie stuff dedans. Ah, c'est beau. Tu peux faire du cookie stuff parce que tu le vois en injectant en gros une image ou je sais pas c'était par quel procédé ou une iframe, le lien il était bien pris en compte. Parce que quand j'allais en navigation privée, je checkais les requêtes que ça générait et je voyais que ça me renvoyait bien vers mon affiliation. Testé faire du cookie stuff sur Gamma quand même. Sur du parasite, Sur du parasite. Tu vois mec, tu fais vraiment des combinaisons, genre tu te creuses la tête. Hein. Mec, le but c'est toujours de trouver les trucs impossibles. Tu vois. Et vraiment pour l'amour de la science quoi. Grave. C'est fort. Après, je le fais pas parce que, de toute façon, on en parlera un peu, mais c'est un peu la passion qui fait que c'est comme vendre des techniques. Il y a des techniques, toi, c'est pareil, tu vois. Des fois, il vaut mieux les donner gratuitement et toucher un maximum de personnes, et changer des vies en théorie, pour ceux qui vont le mettre en application, que de le vendre à un ou deux mecs. Je sais pas, moi, ça me chauffe moins, tu vois. Tu veux qu'on parle de manip de traf grave. Putain, mec, ça, c'était c'est le tollé de la semaine dernière. Il faudrait un truc comme ça, du genre, pour le repas de Noël, il te faut un site que tu montres à ta mère et un site qui paye le repas de Noël, justement. Tu vois. Mais par contre, si vous voulez une méthode pour aller capter du trafic sur des faux mots-clés, le mieux c'est d'aller, ce que je disais, vampiriser les suggestions. Les gens qui font de la manip suggest, ils font n'importe quoi sur les volumes. Si tu vas te placer sur leur volume, c'est une dinguerie quoi. Très sincèrement, je pourrais m'associer avec un mec qui fait de la vente de liens, il fait 50K. Je lui dis, on passe de 50K à 100K de profit par mois. Tu me files genre 50% sur la marge de plus. Je te passe chaque site à 100K, 200K de trafic. Sans problème, tu vois. Je te crée même des fausses marques. Sur SEMrush, avec un petit budget, je te le fais. Pour moi, c'est le même lien. Au lieu de le vendre 50 balles, tu vas le vendre 500 balles. C'est vrai. Donc en fait, tu survends un truc. C'est pareil que les mecs des agences. Hein. Un site de merde, ils vont en vendre 10 000. On voit officiellement que Google a menti et que les représentatifs de Google ont menti. Et ça, c'est chaud en vrai. John Mueller qui dit, il n'y a rien qui n'existe qui est un concept de domain authority sur Twitter en public et derrière on voit facteur domain authority, tu vois, qui s'appelle le même nom, c'est chaud mec. Le concept de ces trois index et de le lien il a une valeur différente en fonction de dans quel index il est. Incroyable. Et ça valide vraiment pour le coup de se dire en fait un lien Google News c'est plus puissant parce que c'est de l'index primaire et c'est comme ça et c'est de la puissance assurée. C'est la facilité, t'as 18 ans, 19 ans, t'as les mauvaises fréquentations. Au lieu de te former sur le SEO ou YouTube, tu vas acheter de la pub et tu vas faire un joli site Shopify et tu vas rien envoyer.